Bienvenue dans l'émission La Grande Interview. Notre invité aujourd'hui est Monsieur Laurent Dona Fologo. Il est le président du Conseil économique et social de la République de Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur le Président, c'est un honneur de vous avoir une fois de plus dans notre émission, mais la différence est qu'on est chez vous. Continuez de partager le live. Hier, Monsieur le Président, je vous ai vu lors d'une grande meeting à la place de la République. Et j'étais un peu... Je me suis posé la question parce que tout le monde, la jeunesse, était très content de vous voir. Expliquez-nous votre secret. Comment ça se fait que vous avez été capable de plaire aux gens de votre génération et aussi aux enfants qui avaient peut-être 15, 20 ans, comme ça? Quel est votre secret? Vous voyez bien, j'espère. Je dois dire que la jeunesse ou l'âge, c'est dans l'esprit. Je suis en effet un des doyens politiciens de Côte d'Ivoire. J'ai travaillé longtemps avec le président Houphouët-Boigny, le premier président de la République de Côte d'Ivoire. J'ai travaillé avec son successeur. J'ai fait 22 ans dans les différents gouvernements de ces deux premiers régimes. Et aujourd'hui, l'on est quelquefois surpris de me voir encore présent aux côtés du président Gbagbo, d'autant plus que à mon époque, le président Gbagbo était l'adversaire, l'opposant traditionnel du président Houphouët-Boigny. Et bien moi j'explique cela en disant que il y a eu en France, comme vous le savez, un grand politicien qu'on appelait M. Talleyrand. Talleyrand, oui, exactement. M. Talleyrand a fait tous les régimes. Et quand on lui a demandé comment il faisait, il a dit parce que je sers la France. Voilà. Moi, je sers la Côte d'Ivoire. À chaque étape, je me suis trouvé dans une position qui m'a permis d'apporter ma contribution au développement de la Côte d'Ivoire et de son peuple. D'accord. Aujourd'hui, je suis encore là, aux côtés du président. Live, les gars, partagez, tapotez. Depuis 2000, depuis son accession à la magistrature suprême, parce que j'ai considéré que les temps avait changé. Le temps où le président Gbagbo était l'opposant du président Houphouët-Boigny et le temps d'aujourd'hui n'est pas le même. Aujourd'hui, nous nous battons pour exister dans une mondialisation dont vous connaissez les ravages dans nos petits pays, et dans un contexte où les Ivoiriens ont besoin de poursuivre l'œuvre que le président Houphouët-Boigny avait commencée, et dans un contexte aussi où certains Ivoiriens, dans le cadre du multipartisme, se sont mis à rendre plus difficile le travail du président. Je crois que mes relations avec la jeunesse proviennent du fait que le 20 septembre 2002, au lendemain du coup d'État avorté, j'ai pris position publiquement. C'est moi qui ai lancé le premier appel à la jeunesse pour la résistance. Pour résister et rester debout contre les assaillants. Le président Gbagbo n'était pas en Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo était en visite en Italie. Voilà, en Italie. Et j'ai donc fait mon intervention, mon appel a été lancé le vendredi 20 septembre, le jour même où le président Gbagbo est rentré le soir d'Italie. Donc, on m'appelle ici le père du sursaut national. D'accord, voilà. Alors, j'ai dit que je suis le père du sursaut national. Et Blé Goudé, le jeune qu'on a vu l'autre jour. Voilà, le jeune qui rassemblait ce grand monde que vous avez vu, est le porte-drapeau du sursaut national. Donc, j'ai dit que là où est le fils, le père si le père le peut, il doit être là. Il doit être là. Mais, monsieur le président, là, je veux revenir sur quelque chose. Je trouve que vous êtes souvent dans des actions. En 90 ou 93, quand il y a eu une crise aussi, juste après la mort du père fondateur de votre pays, Houphouët-Boigny, vous étiez aussi monté au créneau pour défendre la Constitution. Pourtant, là, c'était pour M. Bédier. Mais d'où vous sort cette genre de spontanéité? À tout bout de champ, vous êtes calme, mais vous sortez toujours spontanément pour défendre une cause peut-être juste pour les autres, peut-être injuste pour les autres. Ça dépend de quel bord vous vous mettez. Tout à fait. Oui, je pense que il y a des gens qui disent que le hasard n'existe pas, mais il se trouve que
chaque fois qu'il y a un problème ou une situation grave en Côte d'Ivoire, je me trouve au carrefour. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Vous savez que je suis parti en 1975 en Afrique du Sud. Ah oui. J'ai été le premier Africain, le pays indépendant, que le président Houphouët-Boigny a envoyé en Afrique du Sud, apartheid, en plein apartheid. C'est historique. J'ai fait 15 jours en Afrique du Sud. Ça a créé un tollé à l'époque. Un tollé, et presque toute la presse africaine, internationale, m'a condamné. Il a condamné ce voyage. D'autant plus que l'OUA, à l'époque, avait interdit qu'on ait des relations avec ce pays. Oui. Et le président Houphouët-Boigny tenait à ce voyage. Parce qu'il voulait prouver qu'on pouvait parler, on pouvait dialoguer même avec les diables. Lorsqu'il s'agit de sauver la paix ou de faire la paix. C'est ce que j'ai fait pendant 15 jours. Et je crois que ce voyage, ces résultats n'ont pas été sans effet sur la suite qui a permis plus tard au président Mandela de sortir dans les conditions que vous savez. Oui. Ici, en Côte d'Ivoire, en 1990, c'était le retour au multipartisme. Oui. Je me suis trouvé là aussi, au carrefour, et le président Houphouët-Boigny m'a envoyé à l'intérieur du pays pour prêcher à ses militants ce que c'est que le multipartisme et comment il fallait le gérer avec le vieux parti que nous avions, qui était le premier parti en Côte d'Ivoire. Ça aussi a eu des conséquences sur la suite des événements. Et je m'en félicite. C'est d'ailleurs ce voyage à l'intérieur qui a fait que l'année suivante, en 1991, le président Houphouët-Boigny a organisé ici un congrès extraordinaire et m'a fait nommer secrétaire général de son parti. Voilà. Donc, je suis la trajectoire et nous arrivons en 93, comme vous l'avez dit. Oui. Le même M. Ouattara, qui était Premier ministre à cette époque, ne voulait absolument pas entendre parler de la succession de M. Bédié, la succession constitutionnelle, c'est-à-dire une succession sans élection. Exactement. La Constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. Clair. C'était clair, c'était voté à l'unanimité, c'était adopté, c'était constitutionnel. On appelait ça l'article 11 à l'époque. Eh bien, à la mort du président Houphouët-Boigny, le même Ouattara, qui était Premier ministre de M. Houphouët-Boigny, en relation, en complicité avec un de nos aînés, paix à son âme, qui s'appelait le président Philippe Yassé, ancien président de l'Assemblée nationale, ensemble, on voulait empêcher l'application de la Constitution. Oui. C'est comme aujourd'hui, encore le Conseil constitutionnel. Oui. Eh bien, là aussi, je me suis opposé. Oui. Et puisque j'étais secrétaire général du PDCI, nous avons réussi, avec les membres du bureau politique et tous les militants, à dire c'est l'application de la Constitution ou rien. D'accord. Et nous avons réussi à imposer, à faire appliquer la Constitution, et nous avons fait une transition pacifique et sans effusion de sang. D'accord. Monsieur le Président, je reviens sur votre visite des 75 en Afrique du Sud. Là, vous avez dit que ça a permis que même avec le diable, on peut dialoguer. Ici en Côte d'Ivoire, maintenant, je ne sais pas qui est le diable et qui est l'ange. Est-ce que, parce que je vois chez vous, dans votre bureau, c'est même pas loin là, il y a l'hôtel du Golfe. Celui que vous nommez comme le président de l'extérieur, il est la Ouattara. Est-ce qu'aujourd'hui, vous serez prêt de dialoguer avec lui? Mais moi, je dialogue avec tout le monde sait ça en Côte d'Ivoire. Mais je crois que ceux qui sont enfermés au Golfe ne souhaitent pas le dialogue. Parce que le Golfe est inaccessible. Oui. Je suis à 500 mètres, mais je ne peux pas y aller. Je ne suis pas sûr qu'on me laisserait accéder. Oui, mais c'est vous qui avez fermé l'entrée. Non, je crois que tout autour, si vous informez, vous saurez que c'est l'ONUCI qui boucle l'hôtel du Golfe. Nous nous sommes mis à une distance telle que si ceux qui sont à l'hôtel du Golfe et qui sont armés sortaient, vous savez que moi je serais la première victime. Je suis à 500 mètres. Oui, ça m'étonne. Mais c'est parce que je suis un homme de foi et je crois à mon avenir et je suis sûr que leurs armes ne m'atteindront pas. C'est pourquoi je suis encore là. Donc chacun parle de dialogue et vous voyez que personne ne dit de quoi on va dialoguer. Le problème c'est ça. On dit on est d'accord pour régler ce problème pacifiquement, par le dialogue, mais on ne sait pas quel est le sujet qu'on va traiter. Il y a un qui dit je suis président, parce qu'on l'a proclamé, ou bien parce que l'extérieur a voulu décider qu'il en soit ainsi, et puis l'autre qui est notre président, parce que nous avons
nous avons suivi une procédure Oui. qui est constitutionnelle et c'est le Conseil constitutionnel qui l'a proclamé élu président. D'accord. Alors, on va parler de quoi à votre avis? Mais c'est vous avez une grande expérience, c'est vous qui pouvez proposer une idée. Vous avez été en Afrique du Sud. Je prends encore l'exemple de l'Afrique du Sud. Oui. Je suivais dans la voiture aujourd'hui, quelqu'un parlait de le dialogue entre les Sud-Africains qui a produit jusqu'en 1994. On a eu Frédéric de Klerk, Nelson Mandela. Est-ce que vous pensez que ça peut se faire ici? Je pense que tout est possible. D'accord. Je ne peux pas dire que le dialogue est impossible en Côte d'Ivoire. Oui. Sinon, je ne serais pas allé en Afrique du Sud. Oui. Nul ne savait que les tenants de l'apartheid à Oui. cette époque-là, Oui. un jour, allaient embrasser les Africains qui étaient victimes, l'objet de toutes les menaces, de toutes les humiliations que vous savez. Oui. Donc, je veux dire que tout est possible. D'accord. Mais pour le moment, pour aujourd'hui, la chose me paraît difficile ici, parce que nous devons être honnêtes. Oui. Ce problème a été créé de façon artificielle, le problème que nous vivons. Oui. Dans le cas de l'apartheid, les Blancs ne voulaient pas respecter, considérer et considérer comme des hommes les Noirs. Oui. Ça, c'était un problème quand même, on savait bien qu'on finirait un jour par régler ce problème-là. Oui. Bon, ici, nous sommes mis d'accord sur une manière une procédure pour devenir président de la République. Merci, On a d'abord fait les audiences foraines, puis on a fait le recensement, c'est-à-dire l'enrôlement. L'enrôlement. Oui. Et bon, après l'enrôlement, nous sommes arrivés aux listes électorales. Nous avons mis du temps pour nous mettre d'accord sur la liste électorale. Liste grise, liste jusqu'à la liste blanche. Bon. Merci, et nous arrivons aux élections. Et nous avons dit qu'aux élections, la commission électorale indépendante, entre parenthèses, je dois vous dire que nous devons la création de cette commission à M. Gbagbo. Parce qu'avant avant l'arrivée de M. Gbagbo, il n'y avait pas de commission électorale indépendante en Côte d'Ivoire. D'accord. Ici, c'est le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Oh. Donc, cette commission, nous la devons à M. Gbagbo. Absolument. À toute seigneur, à la gauche ivoirienne, c'est vrai. Moi, je vous en parle parce que j'étais déjà aux affaires à cette époque-là. Mais vous êtes de droite. Voilà. Pas de droite, je suis libéral. Vous êtes libéral. Voilà. D'accord. Bon. Voilà. Okay. C'est un peu différent. Donc, la procédure qu'on a adoptée a été respectée au premier tour. Élection, traitement des résultats par la commission. La commission donne les résultats provisoires consolidés, transmet au Conseil constitutionnel, lequel vérifie tous les résultats, tous les procès-verbaux et déclare les résultats définitifs. Et c'est ces résultats définitifs qui est donc certifié par le représentant de l'Union des Nations Unies, et ici à Abidjan. Bon, cela, on l'a respecté scrupuleusement au premier tour. Et le monde entier nous a félicités. On a reçu des félicitations de partout. On a dit à la Côte d'Ivoire, on ne savait pas que certifié par le représentant. Tous les procès-verbaux donnent les résultats provisoires consolidés, transmet au Conseil constitutionnel, lequel traitement des résultats par la commission. La commission donne les résultats provisoires consolidés, transmet au Conseil constitutionnel, lequel vérifie tous les résultats, tous les procès-verbaux et déclare les résultats définitifs. Et c'est ces résultats définitifs qui est donc certifié par le représentant de l'Union des Nations Unies, ici à Abidjan. Bon, cela, on l'a respecté scrupuleusement au premier tour. Et le monde entier nous a félicités. On a reçu des félicitations de partout. On a dit à la Côte d'Ivoire, on ne savait pas que c'était capable de cela, c'est formidable, etc. Bien. Nous allons au deuxième tour. Nous procédons de la même manière. Entre les deux tours, il y a 15 jours. Donc on n'a pas changé de constitution, on n'a pas changé la commission électorale, on n'a pas changé le Conseil constitutionnel. Et rien n'a changé. On finit les élections au moment où la commission travaille. On vous a expliqué. Exactement. Au moment où la commission travaille. C'est vrai, il y avait des difficultés pour se mettre d'accord, mais c'est normal, parce que c'était le dernier tour, c'était tout le... Ils ont mis du temps, même s'ils avaient simplement dépassé légèrement leur temps réglementaire, s'il n'y avait eu que ça,
on aurait pu comprendre, nous sommes en Afrique, on peut dire qu'ils ont dépassé légèrement le temps, mais on aurait quand même suivi la filière, disons, la procédure jusqu'au bout. Mais au lieu de cela, le président de la commission disparaît. Comment il a disparu? Eh bien, il a disparu, on ne sait pas comment. Ses camarades l'attendaient, Oui. ses collègues, les commissaires centraux, l'attendaient à leur siège. On le cherche partout. Même le président de la République l'a cherché, lui a téléphoné chez lui. Tous les 2 téléphones sont fermés. On ne sait pas où il est. Et, subitement, on apprend qu'il est à l'hôtel du Golfe. À l'hôtel du Golfe, c'est-à-dire au quartier général de l'autre candidat. Oui, Alassane. Oui. Qu'est-ce que le président de la commission peut chercher au QG, au quartier général, des candidats? Mais la question, je m'excuse de vous... Oui. La question que les gens posent est que pourquoi se fait-il que vous avez décidé de tirer quand tout le monde a vu? Moi-même, j'étais sidéré de le voir. Qu'on arrête le papier, on déchire. Ce n'était pas ces papiers-là. Mais vous avez créé les conditions d'insécurité, c'est pourquoi le monsieur est parti de l'autre côté. Non, mais c'est pas c'était pas le lieu où il devait aller. Il y a tellement de lieux où il pouvait aller se protéger en Côte d'Ivoire. Il pouvait aller au siège des Nations Unies. Oui. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un Gabonais qui est allé au siège du PNUD. Oui, ça c'est vrai. Il n'est pas allé au QG de l'autre. Oui. Il fallait aller partout, sauf au QG du Chalantier. Ça, c'est une grave erreur. Je trouve d'ailleurs grotesque. Oui. Oui. Hein? Oui. Il serait allé se cacher dans une n'importe quelle ambassade ou, je ne sais pas moi, ou même au siège des Nations Unies. Merci, à la rigueur, on aurait encore compris, si tant est qu'il était en insécurité. Oui. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le fameux papier dont vous parlez, ce n'était pas le papier définitif. C'était un papier dont les résultats n'étaient pas encore consolidés. Voilà. Consolidés, ça veut dire qu'ils sont comparés avec ce qu'ils ont et on se met d'accord. Parce que par consensus, une fois qu'on se met d'accord, et maintenant ces résultats sont adoptés avant d'aller de l'autre côté. Ce n'était pas les résultats définitifs, vous pouvez leur demander. Oui. Voilà. Donc ça, cet épisode que vous avez vu n'a rien à voir avec l'ensemble des résultats que monsieur le président avait sur lui et qu'il a amené à l'hôtel du Golfe. D'accord. Voilà, il a amené à l'hôtel du Golfe. À partir du moment où il a fait les déplacements, où se trouvent les adversaires du président Gbagbo, où se trouve leur groupe qui s'appelle les RADP ici, et où on a retrouvé dans les couloirs de l'hôtel monsieur l'ambassadeur de France. Vous comprenez? Oui. J'ai dit que toutes les conditions étaient réunies pour qu'on dise que cette affaire est un coup monté, grotesque et même vraiment inintelligent. Oui. Moi je trouve ça vraiment intelligent. C'est que la France voulait organiser un coup d'État, chevaux constitutionnel, un coup d'État sans armes. Mais pas seulement je ne crois pas, je suis sûr. Je suis sûr. Je dis, pour moi, avant même les élections, M. Sarkozy, le président de la République française, avait décidé qui serait président de la République en Côte d'Ivoire. Depuis l'élection de M. Gbagbo en Côte d'Ivoire, les autorités françaises ne l'ont jamais accepté. Mais pourquoi expliquez-vous cela? Monsieur Gbagbo, à moins que je me trompe, son papa a été un militaire français, si je ne sais pas. Il est proche, il est francophone, il est francophile. Il est membre du International Socialist. Pourquoi les Français ont cette haine ou ne veulent pas de M. Gbagbo? Parce que M. Gbagbo est un président africain qui ne ressemble pas aux autres. Voilà. Comme si vous me demandez pourquoi on a tué Lumumba, pourquoi on a tué Sankara, pourquoi on a mis en quarantaine le président Sékou Touré pendant des années, pourquoi, etc. Ou Myombe, tous ces gens-là. Je dis que M. Gbagbo fait partie de la race de ces personnalités africaines qu'on a tuées. Attends, tu vas parler. Attends. Il faut qu'il fasse quelque chose d'abord. Mais ça va quelque chose d'abord. Tapoter, partager le live, là. Voilà. Tapoter, partager. Il faudrait qu'on fasse quelque chose d'abord et puis on continue. Voilà. On va taper, ça fait mal. On va taper là où ça fait mal. On va beaucoup là où ça fait mal.
Voilà, ta beauté partagée. Abougo, Abougodi, Abougo, 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 Abougodi, Abougo, Abougo. Voilà. Là, ça fait mal au dire. Abougo, Abougodi, Abougo. Est-ce que ça est bon? Dites-moi si ça est bon. Il y a deux photos, il y a deux photos. Ouais. Voilà, il y a deux photos. Il y a deux photos. Voici le deuxième là ici. En deuxième, le premier là, c'est très bon. En deuxième, le premier, c'est très bon. En deuxième, le premier là. Vous voyez, deuxième là ici. Voilà, il y a le premier là. Deuxième dit. Voilà. Vous voyez, le premier là. Donc, c'est très bon. Deuxième. On dit ça c'est bon. Deuxième est bon. Premier. Bon, ok, on laisse premier. 21. Maudit. Deuxième. Ça est bon, hein. Ah, vous avez les cheveux. Deuxième. Ah, d'accord. Premier, vous n'avez pas gagné, mais deuxième. Ah, tiens, les gars. Bon, oh, attends. On va commencer le premier, après le deuxième, là. Hein. Il y a tous les votes. Deuxième. On va le premier, après le deuxième. On va le deuxième. Voilà, là, ça les fait mal. On continue. Ils sont arrivés trop tôt. Oui. On les a tués plus rapidement de la race, etc. Oumyombe, tous ces gens-là. J'ai dit que M. Gbagbo fait partie de la race de ces personnalités africaines qu'on a tuées. Peut-être ils sont arrivés trop tôt. Oui. On les a tués plus rapidement. Mais M. Gbagbo est un peu de cette famille-là. Personne n'avait pensé que la Côte d'Ivoire, qui était considérée comme un peu la fille de la France, avec le président Houphouët-Boigny, même avec son successeur, où la France est à son aise, comme un poisson dans l'eau. Personne n'avait imaginé qu'il sortirait un jour ici un Ivoirien pour dire nous voulons être souverains. Voilà. Nous voulons être responsables de nos affaires. Monsieur le Président. Donc, M. Gbagbo n'était pas le président attendu par la France. Est-ce que M. Houphouët-Boigny n'a pas un peu contribué à ça? Parce que vous le savez très bien, il était la fille de la France et tout. Et M. Houphouët-Boigny a contribué à faire peut-être des coups pour la France ici. Peut-être les Français se sont dit que tous les Ivoiriens sont comme ça, ils sont cons, ils vont marcher comme on veut. Est-ce que ce n'est pas M. Houphouët-Boigny qui a contribué à faire ce genre à cause de ce gène? Moi, j'ai travaillé près de 15 ans auprès du président Houphouët-Boigny. Oui. C'était un homme d'une extrême délicatesse et d'une extrême finesse. Oui, voilà. Il savait la vérité et avait adopté un comportement qui lui paraissait profitable à la Côte d'Ivoire. C'était son droit. D'accord. Mais il savait, il a dit de sa bouche, je sais que mon indépendance n'est pas une vraie indépendance. Ah, il a dit ça Il a dit ça, je vous le dis, parce que je suis un de ses fidèles. D'accord. Voilà. Je connais, excusez-moi, je ne suis pas modeste, peut-être le président Houphouët-Boigny plus que... En tout cas, plus que la majorité des Ivoiriens. Ça c'est vrai. Voilà. Il était journaliste, il était son journaliste. D'accord. Donc je sais de quoi je parle. Il a dit, je n'ai pas obtenu la vraie indépendance. C'est une indépendance nominale, une indépendance politique. La vraie indépendance viendra plus tard avec les jeunes. Voilà. Parce que les jeunes seront formés. Et c'est les Laurent Gbagbo alors. Et capables de parler d'égal à égal. D'accord. Oui, je ne sais pas s'il pensait à Laurent Gbagbo, mais moi j'ai le sentiment que c'est Laurent Gbagbo aujourd'hui. Parce que c'est lui qui veut parler d'égal à égal avec les autres. Monsieur le Président, je veux vous poser une autre question un peu. À l'époque, en 90, vous avez traité M. Gbagbo de tous les noms d'oiseaux. Et comment est votre relation aujourd'hui? Est-ce qu'il ne se pense pas que c'est ce monsieur qui m'avait appelé des aventuriers, il m'avait tout, mais aujourd'hui on est ensemble. Qu'est-ce qu'il dit, M. Gbagbo? Eh bien, je crois que M. Gbagbo était politicien de grand calibre. Il comprend que à chaque époque, c'est réalité. Le même Fologo aujourd'hui qui était le grand serviteur de Houphouët-Boigny, le grand collaborateur, est aujourd'hui un collaborateur honnête et loyal de M. Gbagbo. C'est ça qui est possible en Afrique. Oui. Ça doit être possible en Afrique. Selon les circonstances, il faut travailler pour son pays. À partir du moment où vous avez décidé de servir votre pays, quelles que soient les circonstances, vous pouvez servir avec tout le monde. Moi, je suis comme ça. Vous voyez, on nous a dit il y a 14 candidats. Oui. Il y avait 14 candidats. À l'élection avant, il y avait 18 candidats. Mais vous n'avez jamais vu le nom de M. Fologo nulle part. Oui. Vous ne pensez pas que je suis le plus imbécile des Ivoiriens.
je crois même que je suis peut-être parmi ceux qui savent le mieux de quoi il s'agit. Oui. Mais moi, j'aime mon pays. Et je ne me bats pas, je ne suis pas dévoré par une ambition démesurée. Non. Je veux que le pays soit en paix et qu'on avance. Quand vous dites que vous n'êtes pas ambitieux ou vous n'avez pas des ambitions démesurées, est-ce que ce n'est pas une manière à dire que M. Ouattara a les ambitions démesurées, Alassane? Oui, moi je n'ai pas l'habitude de dire ce que pensent les autres. Oui. Non, moi je vous dis ce que je pense. Mais vu par exemple, vous êtes quelqu'un, vous avez beaucoup travaillé ici en Côte d'Ivoire, 22 ans comme ministre, vous avez été journaliste personnel du président Houphouët-Boigny, qui est comme le George Washington de Côte d'Ivoire. Normalement, avec tout ça, vous pouvez dire aussi que moi aussi, j'ai droit à la magistrature suprême. Oui, j'aurais pu le dire. Oui. Vous voyez, je pense que tout le monde n'est pas fait pour être président de la République. Nous sommes 20 millions en Côte d'Ivoire. Il y a peut-être 3 ou 4 vrais candidats. Et puis les autres sont candidats peut-être pour la forme. Mais je voudrais quand même dire une chose en ce qui concerne l'adversaire de M. Gbagbo. Oui. En 1993, oui, quelques jours avant la mort du président Houphouët-Boigny, je vous dis la vérité, vous comprenez? Oui. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savent pas ce que je vais vous dire. D'accord. En 1993, donc, peut-être une dizaine de jours avant la mort du président Houphouët-Boigny, le président Houphouët-Boigny était agonisant à Yamoussoukro. Oui. Il était revenu de Genève et il était agonisant à Yamoussoukro. Monsieur Ouattara, Premier ministre, qui était en fait le chef de l'État, oui, parce que dans notre constitution, lorsque le président de la République est empêché, c'est le Premier ministre qui le représente et qui gère. Qui gère les affaires de l'État. Je peux donc dire que M. Ouattara était pratiquement le chef de l'État en Côte d'Ivoire en 1992 et en 1993. 2 années où le président Houphouët-Boigny physiquement ne pouvait plus tenir. Ça, c'est une réalité. J'ai dit que M. Ouattara, sachant que je suis le secrétaire général du parti du président Houphouët-Boigny, le plus grand parti de l'époque, n'est-ce pas, m'a appelé, a eu une rencontre avec moi chez lui, m'a proposé d'être avec lui pour que la Constitution, quand le président viendrait à mourir, ne soit pas appliquée. Je vous le dis. Et vous avez dit... Et moi j'ai dit non, parce que moi je suis pour la Constitution ou rien. Je lui ai dit non. Je lui ai dit je ne vois pas ce qui vous permettrait de ne pas appliquer la Constitution. Et puis je ne vois pas comment vous pourriez accéder au pouvoir sans Constitution, sans élection, sans rien. C'est impossible. Donc Nous sommes restés à parler de 21h jusqu'à minuit. Il ne m'a pas convaincu. Le lendemain, c'était samedi. Il m'a fait convoquer par son allié et complice, le vieux Philippe Yassé, qui a tenté la même opération. J'ai eu le courage de lui dire, avec tout le respect que je vous dois, président, c'est non. Moi, c'est la Constitution ou rien. Vous comprenez? Oui, monsieur. C'est pourquoi moi, je suis un homme de la Constitution. Lorsque M. Gbagbo a été élu en 2000, j'ai reconnu M. Gbagbo. Alors, attends d'abord. Ton Draman, tu as violé la Constitution avant longtemps. Depuis 1993, tu as voulu violer la Constitution là-bas. Le monsieur a été empêché. C'est pourquoi le monsieur t'a tué. Tu l'as violé, il est mort. Vous comprenez? Oui, monsieur. C'est pourquoi moi, je suis un homme de la Constitution. Lorsque M. Gbagbo a été élu en 2000, j'ai reconnu M. Gbagbo, alors que les candidats du PDC avaient été rejetés par la Cour suprême. Mais j'ai reconnu, parce que j'ai dit toujours de 2 mots, il faut choisir le moindre. Oui. Ceux qui aiment la Côte d'Ivoire ne doivent pas prendre la voie des troubles. Des troubles en Côte d'Ivoire. D'accord, vous voyez, nous perdons du temps depuis 2000, nous sommes dans les troubles jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais voulu laisser M. Gbagbo gouverner correctement et conformément à la Constitution notre pays. Eh bien, j'ai reconnu le régime en 2000. Le président Gbagbo a été le premier à proposer un gouvernement d'ouverture. Voilà. Le PDC que j'ai dirigé... Ils sont où les RDR là? Évitez-les, ils n'ont qu'à venir. Pourquoi ils testent le monsieur Moudji? Parce que c'est une haine viscérale, c'est une haine. Pour eux, Gbagbo n'aime. C'est ici que Gbagbo vient au pouvoir, pour eux là, ils sont finis. Mais laissez-moi vous dire, qu'est-ce que Gbagbo fait pour c'est pas Gbagbo? C'est nous là. Même si c'est pas Gbagbo, avant de Melo même la qu'à venir, même s'ils veulent, Katina la qu'à venir. Mais on vous montrer ça. Aïe, c'est Gbagbo, c'est nous. Peut-être qu'ils vont mettre en prison. Il faut nous mettre en prison. On vous montrer ça. Au Babia, on vous montrer ça au camp bien.
En tout cas, sécuriser le pouvoir, on passe à Tomé. Parce que on monte pas bien même. On monte ça au calme, sans bruit. N'importe quel Ivoirien qui va pouvoir monter ça. Qu'il soit nordiste, qu'il soit sudiste, qu'il soit ouestiste, qu'il soit centriste, on va monter ça bien. Ah, il ne faut pas une fois avec le pouvoir seulement. Vous n'avez pas le droit. 4 ministres. On a proposé 7 ministres à M. Ouattara. Il a refusé. Le PDCI que j'ai dirigé a eu 4 ministres. On a proposé 7 ministres à M. Ouattara. Il a refusé. Attendez, le PDCI, Constitution, notre pays. Eh bien, j'ai reconnu le régime en 2000. Le président Gbagbo a été le premier à proposer un gouvernement d'ouverture. Le PDCI que j'ai dirigé a eu 4 ministres. On a proposé 7 ministres à M. Ouattara. Il a refusé. Alors, vous voyez, donc, un monsieur comme ça, aujourd'hui, qui a refusé la coopération en l'an 2000, parce qu'il n'était pas élu président de la République, parce que sa candidature avait été rejetée. Bon, je peux douter de sa volonté de dialogue aujourd'hui. Donc, mais moi, je vous dis... Il veut le pouvoir par tous les prix, lui, alors. Ah, quand vous expliquez tout ça, oui, ça veut dire que... Parce que vous m'avez dit, vous ne voulez pas... Vous n'êtes pas dévoré par une ambition démesurée. Et vous me demandez si mon autre frère le serait. Je vous cite des faits et je vous laisse tirer vous-même les conclusions. Bon, mais on va revenir, quand vous connaissez mieux ce pays, M. Ouattara, selon les résultats provisoires des élections, il a gagné avec 54%. Et c'était sa base au nord. Est-ce que vous pensez que c'est vrai qu'au nord, il peut gagner parce que c'est plus peuplé le nord? Ah, c'est moins peuplé le nord. Mais oui, le nord, il n'y a personne. Au nord, nous ne sommes pas peuplés. Je suis du nord. Ah. Et moi, je ne suis pas un nordiste fabriqué. Il n'est pas un nordiste quoi. Tu vois, le mensonge du NDA a appris le monde. Ils disent non, le nord est peuplé que toutes les trucs. Mais là, un nordiste dit que le nord n'est pas plus peuplé. Mais lui, il est nordiste. 4%. Et c'était sa base au nord. Est-ce que vous pensez que c'est vrai qu'au nord, il peut gagner parce que c'est plus peuplé le nord? Non, c'est moins peuplé. Ah, c'est moins peuplé le nord. Mais oui, le nord, il n'y a personne. Au nord, nous ne sommes pas peuplés. Je suis du nord. Et moi, je ne suis pas un nordiste fabriqué. Je suis un nordiste authentique. Lui, il est fabriqué alors. Vous voyez, regardez sur mes joues. Je porte la carte d'identité du nord, de la région dont je suis. Donc ça ne se discute pas. Mais dans lui, il est discutable alors. Je ne sais pas s'il est discutable. On a clos ce dossier. D'accord. Voilà. Mais ce qui n'est pas clos, c'est qui a gagné les élections. Moi, je vous dis, les 54% dont vous parlez, moi, je ne les reconnais pas et je ne les connais pas. Je dis que si les choses... Quand ça a baissé, vous commencez à les signaler. Quand les commencent à baisser, vous commencez à les signaler. Donc, tapotez fort, mettez-vous de en bas. Voilà. On va réécouter votre petit patte là, parce que ça m'intéresse. Il dit là, le balaf. Provisoire des élections, il a gagné avec 54%. Et c'était sa base au nord. Est-ce que vous pensez que c'est vrai qu'au nord, il peut gagner parce que c'est plus peuplé le nord? Non, c'est moins peuplé. Ah, c'est moins peuplé le nord. Mais oui, le nord, il n'y a personne. Au nord, nous ne sommes pas peuplés. Je suis du nord. Et moi, je ne suis pas un nordiste fabriqué. Je suis un nordiste authentique. Lui, il est fabriqué alors. Vous voyez, regardez sur mes joues. Je porte la carte d'identité du nord, de la région dont je suis. Donc ça ne se discute pas. Mais dans lui, il est discutable alors. Je ne sais pas s'il est discutable. On a clos ce dossier-là. D'accord. Voilà. Mais ce qui n'est pas clos, c'est qui a gagné les élections. Moi, je vous dis, les 54% dont vous parlez, moi, je ne les reconnais pas et je ne les connais pas. J'ai dit que si les choses avaient été claires, on aurait suivi la même procédure. Quand vous acceptez une fonction, il faut accepter les risques et les périls et les avantages de cette fonction. Si M. Bakayo a accepté d'être président de la commission électorale, il devait savoir qu'elle comporte des risques. Et même s'il dit que sa vie est en danger, il doit faire face à cette situation. Ça fait partie de son métier. Les mêmes ONUCI qui entourent aujourd'hui le Golfe pouvaient entourer le siège de la commission électorale. Il fallait les appeler. Voilà. Donc aujourd'hui, je considère que ces chiffres n'engagent que ceux qui les ont propagés. Nous ne sommes pas au courant. Et ce n'est pas la procédure
Et ce n'est Oui, pas oui. l'organisme qui devait les donner qui les a donnés. Donc nous, on n'y croit pas. D'accord, mais Nous ne les acceptons pas et nous n'y croyons pas. vous n'y croyez pas. Non. Mais Monsieur le Président, est-ce que vous n'êtes pas dans une cherchage de Monsieur le division? Parce que ce qui va se passer Oui, est merci que beaucoup. il y aura une force d'interposition qui viendra par la force d'installer. Comment ça va se passer? Il y aura quoi? Une force d'interposition. Pour venir installer M. Ouattara Oui. en Côte d'Ivoire? C'est ce que moi j'ai. Enfin, vous supposez. C'est ce qu'on dit. Oui. C'est une supposition moi-même aussi. J'ai Je ne dit. sais pas qui vous a dit ça, mais vous avez vu hier la population. Nous voulons C'est ce qui s'est savoir passé le au président Nigeria. on veut installer. C'est pour la Côte d'Ivoire ou bien pour la France? C'est pour la Côte d'Ivoire ou bien pour la communauté internationale et la population? Nous voulons savoir le président on veut installer. C'est pour la Côte d'Ivoire ou bien pour la France? C'est pour la Côte d'Ivoire ou bien pour la communauté internationale? Si c'est pour la Côte d'Ivoire, je ne suis pas sûr qu'il restera 5 jours au palais. Ah oui. Ah, mais vous avez vu hier? Oui, j'ai vu. Ben voilà, tirez les conclusions. Mais Monsieur le Président, ça veut dire maintenant que. Attendez. Il a Joe. Et Josan qui l'a follow, il a follow à Josan. Donc, on peut regarder 3 vidéos ici vite fait et puis on continue avec follow. 3 vidéos de moins 20 secondes. Je vais continuer avec follow. Ah, il a trop Joe. Est-ce que Ouattara est là pour les Ivoiriens ou pour la France? On va voir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Écoutez cette vidéo. Ce monsieur a remarqué bien le visage. Hein. Après, on vous dit où vous allez le trouver. Gbagbo avait refusé le résultat des élections. Ok. Il y avait des mercenaires partout dans Abidjan. Et Regardez bien son visage. on avait reçu l'ordre, confirmé par les Nations Unies, de faire arrêter les massacres que perpétraient les troupes de Gbagbo contre la population dans le quartier d'Abobo, qui est Merci Lou. Adjamé, dans le quartier d'Adjamé, qui est un quartier qui est plutôt peuplé par des gens du Nord, etc. Et donc le mode d'action, on avait des gazelles avec des missiles Hot, plein de missiles Hot, des missiles qui tirent à 4 Des km. hélicoptères, pour ceux qui connaissent. Des hélicoptères avec des missiles qui tirent à 4 km. Et donc les ordres, j'étais chef du CPCO, et donc les ordres qu'on avait donnés, c'est détruire Regardez bien son toutes visage, les bonjour, capacités normal, militaires de Gbagbo. Donc, ses bateaux, ses dépôts de munitions, etc. Sans jamais toucher à sa résidence où il était claquemuré. Et donc on fait ça 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, avec des pilotes extraordinaires qui dormaient pas, etc., qui volaient, revolaient, enfin bon, Merci, c'était quand même assez Mamaré, exceptionnel. voilà. Merci. Et à la fin, on pensait que Gbagbo allait céder comme ça. Et Gbagbo, il n'a pas cédé. On a tiré, pas tous nos missiles, mais tout ce qui n'était pas cassé était dissimulé, et la mission n'était pas remplie, puisque la mission, c'était permettre aux forces du Nord, à l'Alliance du Nord, de pouvoir s'emparer de Gbagbo et À mettre en l'Alliance- place à l'Alliance Ouattara du qui quoi? avait été légitimement élu À l'Alliance dit quoi? à l'occasion de ces élections. C'était de faire quoi? De permettre à Et qui? permettre aux forces du Nord, Aux forces du Nord. à l'Alliance du Nord, de pouvoir l'Alliance du Nord. s'emparer de Gbagbo et mettre en place Ouattara qui avait été légitimement élu à l'occasion de ces élections. Et donc là, Voilà, j'ai bon, c'est bon, donné l'ordre c'est bon, monsieur, c'est bon. au général. Vous avez vu son visage, non? Il va mettre une vidéo, vous l'appelez lui. Voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, il n'y a pas une offre, on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Boué, Alliance du Nord, aéroport d'Abidjan et l'Homo Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. C'est le même qui est là. Lui qui dit, ceux qui ont enlevé Gbagbo au pouvoir là, c'est le même qui est là. Donc, conclusion, pourquoi ils ont enlevé Gbagbo au pouvoir? Ils vont donner la conclusion. Voilà. Seulement, il dit, ils peuvent se le demander, mais on va voir où c'est eux-mêmes qui gèrent. Voilà, ils ont montré ça. Du projet. À titre d'exemple, Géos, depuis décembre, assure la gestion complète du port d'Abidjan. Voilà. Il en assure la sécurité, il en assure le contrôle des flux in et des flux out, il en assure la relève des taxes des bateaux qui rentrent, qui sortent, etc. Voilà à peu près... C'est eux qui assurent, c'est eux qui bateaux qui rentrent, c'est eux qui prennent tasse, bateaux qui sortent, c'est eux qui ont interdit voiture de moins de 5 ans plus en Côte d'Ivoire. Va dire plus de 5 ans plus en Côte d'Ivoire, c'est eux qui gèrent port, c'est eux qui gèrent l'aéroport. C'est lui qui le dit. Voilà. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Du projet. À titre d'exemple, Géos, depuis décembre, assure la gestion complète du port d'Abidjan. Il en assure la sécurité, il en assure le contrôle des flux in et des flux out, il en assure la relève des taxes des bateaux qui rentrent, qui sortent. Voilà. Donc, quand Fologo dit, ça sera le président des Blancs là. Voilà, ceux qui ont fait le travail, ceux qui ont enlevé Gbagbo au pouvoir là, c'est eux qui sont là. C'est eux qui sont là. C'est eux qui gèrent tout ce qui est dans le pays là.
On va retourner à notre père Foulogo. Lui, il dit quoi? Soum, tu dis il souffle. Ah, moi, j'ai Draman qui souffle. Draman qui met truc papier devant. Attends, attendez de montrer Draman. Excusez-moi encore, les gars, s'il vous plaît. Je vais lui montrer Draman vite fait. Voilà, Draman. Draman le comédien. Il doit aller à Bonjour 2026, c'est ça, non? Écoute, Draman ici. Vous voyez, la dernière page ne veut pas se détacher. La dernière page ne veut pas se détacher. Pourtant, c'est moi qui ai écrit depuis 4 ans. Pourtant, c'est moi qui ai écrit le discours jusqu'à 4 heures du matin. Quelle honte. Bon, ben, écoutez. Non, c'est la dernière page. Bon, mais donc, voilà, c'est la dernière page. C'est la dernière page. Ah, Draman et puis moi là, qui souffre. Hein? Ça va là, la fatigue. Lui, là, le jour où il va dire là. Mais, allez prendre, pas se fatiguer. Tout est déjà en place, on n'a qu'à attendre. Qu'il y a une gêne, vous préparez le terrain, que si... Je ne suis pas sûr qu'il restera 5 jours au palais. Ah oui. Ah, mais vous avez vu hier. Oui, j'ai vu. Mais voilà, tirez les conclusions. Mais monsieur le président, ça veut dire maintenant qu'il y a une gêne, vous préparez le terrain, que si on met Ouattara, il ne fera pas un mois, ou 5 jours. Non, moi je ne prépare rien du tout. Qu'est-ce que Moi, je suis là, je je décris ce que je vois. Oui, Je vous dis que au nord, oui. la population n'est pas nombreuse. Nous sommes une région peu peuplée. Ah, d'accord. On a gonflé des chiffres, on a fait... Bon, je ne vais pas décrire les élections parce que je ne suis pas de la commission électorale, oui. mais je connais bien le D'accord. Nord. Je suis né dans le Nord, je suis député du Nord, c'est ma région, je vis là-bas, n'est-ce pas? Je suis souvent là-bas. J'ai construit mon village, un jour si vous avez le temps, Oui, oui. je vous ai amené. Merci. Les mots de là. Je reconstruis le village. Donc, Les mots de là, quand vous voyez les gens qui veulent commenter là, vous bloquez son commentaire et vous les soudez. Alors, c'est vrai qu'il veut se servir là. c'est de quoi je parle. D'accord. Le Nord n'est pas peuplé. Et le Nord ne peut pas influencer une élection aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est impossible. Mais vous qui avez l'expérience internationale, monsieur le président, pourquoi se fait-il que la communauté internationale passe le temps ou soutient les résultats de la commission électorale indépendante? Pourquoi? Parce que les soutiens de Ouattara que vous vivez à Paris, Oui. parce qu'ils l'ont voulu ainsi. Je vous ai dit que depuis son élection, Oui. le président Gbagbo n'a jamais été accepté par la France. Parce que M. Gbagbo est arrivé au pouvoir lorsque les socialistes, lorsque la droite française était au pouvoir, Oui. alors que lui, il Les est socialistes. socialiste. Oui. Il est arrivé au pouvoir après avoir combattu Houphouët-Boigny, qui était le grand ami de la France, vous le savez aussi. dont les Français Il est ont arrivé- écrit. il est le seul président aujourd'hui qui peut dire non et qui dit non quand il veut dire non. Le président Gbagbo, il est insoumis, il est atypique et il est souverainiste. Oui. Voilà. Donc, tout cela réuni, ça fait trop pour la France. Et pour eux, ce serait un précédent grave que le C'est président ça. Gbagbo réussisse à gouverner la Côte d'Ivoire comme il le voudrait. D'accord. Alors nous, Africains, j'ai dit aux Africains qu'ils ne doivent pas accepter que 50 ans après l'indépendance, on leur impose un président. C'est inacceptable. D'accord. Voilà. Alors, donc M. Gbagbo est différent de d'autres présidents de l'Afrique francophone parce que l'habitude c'est que tous les présidents de l'Afrique francophone vont dire oui à la France, donc lui comme il dit non, ça les gêne. Ah, je crois, hein. Je veux revenir maintenant sur monsieur, parce que comme vous connaissez bien monsieur Vous Houphouët-Boigny. étiez à Paris le 14 juillet. Oui, Vous avez vu le fameux cinquantenaire. exactement. Bon, vous avez vu qui était là et qui n'était pas là. Ah, Ça veut dire beaucoup. exactement. Voilà. Donc vous traitez les autres comme les valets de la France alors. Enfin, je n'ai pas dit ça, monsieur. Je vous dis simplement que le président Gbagbo est différent. C'est différent, je comprends. Mais je reviens maintenant sur monsieur Houphouët-Boigny. C'est un honneur pour moi personnellement d'avoir quelqu'un comme vous et pour les autres Africains qui vont vous suivre. Il faut une vérité, qu'on doit parler une vérité maintenant. Quel a été le rôle de monsieur Houphouët-Boigny dans le décès de Thomas Sankara? Alors, vous me posez là une question à laquelle il m'est difficile de répondre. C'est comme une Faut colle. Pour répondre. moi, Oui. pour moi, Houphouët-Boigny n'a joué aucun rôle Ok. dans le décès de M. Sankara. Ok. Quand M. Sankara est arrivé, Oui. il était un peu comme M. Gbagbo, Oui. c'est-à-dire Révolutionnaire. un président, voilà, Oui. un président du non. Oui, oui. Bon, il a même insulté le président Houphouët-Boigny, vieux, fatigué, etc. Et la radio, sa radio à l'époque, a beaucoup maltraité la Côte d'Ivoire. Moi, j'étais déjà aux affaires. Moi, j'ai fait des missions auprès de M. Sankara pour essayer de le calmer. Vers la fin
les choses étaient rentrées dans l'ordre. D'accord. Il respectait le président Houphouët-Boigny. Il est venu à Yamoussoukro. Ok. N'est-ce pas? Oui. Pour moi, les choses redevenaient normales, bien que chacun reste Dans sa position. Oui, oui. Le président Houphouët-Boigny disait, ici en Afrique de l'Ouest, tous les membres du Conseil de l'Entente, c'est l'organe que vous savez, Oui. tous sont militaires sauf un, c'est-à-dire lui-même. Oui. Et il dit, il y a des sergents qui sont présidents de la République, il y a des capitaines qui sont présidents de la République, il y a des colonels qui sont présidents de la République. Et moi, je suis leur doyen. Alors, je pense qu'un jour, ils vont me nommer maréchal. Il disait ça. Ça veut dire qu'il n'empêchait personne de choisir sa voie. Sa voie, oui, oui. Mais la famille africaine devait rester la famille africaine. D'accord. Ouais, c'était sa position. Mais Monsieur le Président, on revient maintenant sur M. Blaise Compaoré. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Prince Johnson qui a fait la guerre au Libéria. Il a dit à la Commission Vérité et Réconciliation du Libéria que M. Blaise Compaoré a aidé le National Patriotic Front de Charles Taylor à l'époque. Il a aussi aidé le RUF, Revolutionary United Front de Fodé Sanko. Il est mort aujourd'hui. Et tout le monde le sait que la rébellion ici dans votre pays a été armée par Blaise Compaoré. Mais pourquoi c'est fait que vous avez accepté que ce même monsieur, qui est pyromane, on doit dire sur les mêmes termes, soit encore négociateur pour m'apporter la paix chez vous? Vous n'étiez pas intelligent. Vous savez que la politique est compliquée. Oui. On ne peut pas dire si on est intelligent ou pas intelligent. Chacun résout ses problèmes selon les réalités du moment. Vous avez cité le rôle du président du Burkina Faso dans ces pays-là. Bon, vous êtes journaliste, vous en savez plus que moi. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que chez nous, il y a un proverbe qui dit que pour empêcher les chiens de croquer l'os, il faut l'attacher à son cou. Ouais. Vous comprenez ça? Pour empêcher les chiens de croquer l'os, il faut l'attacher à son cou. Comme ça, il est à son cou, il ne peut plus le croquer. D'accord. Voilà. Si il est vrai que monsieur le président du Burkina Faso a aidé la rébellion, l'a même construite, d'après vous, l'a armée. Oui, j'ai les preuves, voilà. J'ai la fume. Voilà. J'ai dit que si nous nous sommes aperçus, étant donné l'état de la frontière avec nous, que nous ne pouvions pas nous en sortir sans l'impliquer, je pense que c'était intelligent de la part du président Gbagbo, c'était intelligent de sa part, c'était très politique de sa part, et c'était habile de sa part d'aller lui accrocher l'os à son cou. Et c'est ce qu'il a essayé de faire en étant facilitateur. Bon, a-t-il réussi, n'a-t-il pas réussi? L'histoire nous le dira. D'accord. Mais maintenant, au meeting hier, le jeune Blé Goudé disait qu'il ne veut pas, ils sont 5 facilitateurs proposés par l'Union africaine. Le panel. Panel, merci monsieur. Mais Blé Goudé disait que un là, on ne veut pas. C'est Blaise Compaoré. Est-ce que ça ne vous donne pas un visage que vous n'aimez plus la négociation? Hier, c'était un grand meeting des jeunes. Oui. Des jeunes patriotes. Oui. Moi, je suis un vieux patriote. D'accord. Il est possible que les jeunes patriotes n'aient pas le langage des vieux patriotes. Vous voyez? Oui. Moi, je n'aurais pas dit de la même manière. Pour moi, ce n'est pas tellement la qualité des gens du panel qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est qu'est-ce qu'ils viennent faire, comment vont-ils négocier, comment vont-ils sortir la Côte d'Ivoire de la situation où nous nous trouvons. Peu m'importe les gens qui viennent. C'est vrai que depuis Addis Abeba, on a commencé à les diviser. On a dit oui, il y a ceux de Gbagbo, il y a ceux de M. Ouattara, etc. Bon, écoutez, ce sont des grands Africains. Ils sont 5, on les a choisis pour venir ici. Nous attendons pour voir. Bon, ce que nous avons constaté, c'est que la première liste qu'on a publiée, il n'y avait pas le président du Burkina Faso. La première liste. Oui, exactement. Le premier jour. Oui. C'est le président du Nigeria qui était dans le panel en tant qu'Afrique de l'Ouest. Oui, l'Ouest, oui. Voilà. Bon, et puis subitement, sans explication particulière, parce que nous n'étions pas à Addis Abeba, nous avons vu que l'un a remplacé l'autre. Le Burkina a remplacé le Nigeria. On nous a dit que dans la salle, le président du Nigeria a dit qu'il prépare des élections, qu'il est très pris, donc il souhaite que quelqu'un d'autre le remplace. Exactement. Bon, est-ce que c'est comme ça?
ou non, ça je n'en sais rien. Il y a des gens qui pensent aussi que certains ont poussé monsieur le président du Burkina à entrer à la place du Nigeria pour des raisons qui leur sont propres. Moi, ça aussi, je n'en sais rien. Ce que je peux vous dire simplement, c'est qu'ayant été facilitateur, Oui. il a les avantages et les inconvénients. Les avantages, il peut dire je connais bien les dossiers parce qu'il a été facilitateur. Les inconvénients, c'est qu'on dise, si vous avez été facilitateur et que vous n'avez pas réussi à résoudre le problème, alors vous êtes disqualifié. Voilà ce que disent les jeunes. Exactement. Moi, je ne dis rien du tout. Moi, j'attends le panel. Hein? Je ne peux pas vous dire qui a tort, qui a raison. Nous attendons le panel et nous espérons que le panel sera peut-être la dernière négociation, c'est-à-dire celle qui va nous sortir de la situation. L'autre jour, Monsieur le Président, j'ai eu Madame Anne Olatou. Je ne sais pas si je prononce son nom, mais la porte-parole de M. Ouattara. Oui. Elle dit que eux, ils attendent le panel de l'aide d'investir au pouvoir. De votre camp, est-ce que vous aussi, vous attendez qu'on vous certifie à votre droit ou vous allez vous soumettre à la décision ou aux propositions soumises par le panel? Mais pour le moment, le panel n'a rien proposé du tout. Mais allez-vous, au cas où il vient? Non, mais le panel, dans le communiqué de l'Union africaine, on a dit que les décisions du panel sont contraignantes pour les deux parties. Ok. Voilà, c'est ça qui est écrit. Exactement. Ça veut dire qu'elles s'imposent aux deux parties. Donc pour le moment, ne connaissant pas ces décisions, nous ne pouvons pas vous dire de quelle manière, jusqu'où elles sont contraignantes. Spéculons un peu. Oui. Au cas où c'est favorable de votre côté, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tendre la main aux autres? Mais nous, on a toujours tendu la main. Vous savez que le président Gbagbo a fait un discours avant même l'Union africaine, avant même la CEDEAO, il a dit j'ai toujours tendu la main à l'opposition. Lui, il était 25 ans dans l'opposition. Donc il sait ce que c'est qu'être dans l'opposition. Il a toujours tendu la main. Il a été le premier, je vous dis, en l'an 2000, à proposer un gouvernement d'ouverture. Personne ne l'avait obligé. On n'avait pas eu Marcoussi. Et il avait proposé l'ouverture. Par la suite, à chaque remaniement, il a eu des ministres qui n'étaient pas de son bord. Donc il a toujours été ouvert. C'est pas aujourd'hui qu'il ne le serait pas. Donc il est pour l'ouverture. Il est pour l'ouverture. Maintenant, on va regarder la spéculation de l'autre côté. Au cas où c'est défavorable chez vous, est-ce qu'il va accepter de partir? Qui? Le président Laurent Gbagbo. Nous avons dit, je crois que les jeunes ont été clairs, ils ont dit, nous sommes d'accord à tout dialogue, à condition qu'il respecte la constitution de la République. Ça veut dire... Fermez vos micros quand vous montez, s'il vous plaît. Fermez vos micros quand vous montez, les gars. Le président de la République de Côte d'Ivoire doit être reconnu selon les normes et la procédure constitutionnelle. Ça veut dire qu'il ne doit pas être déclaré ni à New York, ni à Washington, ni à Paris, mais ici, par la Cour constitutionnelle. C'est un point capital. Sinon, il n'y a pas de pays. Alors c'est pour cela que vous ne pouvez pas me proposer. On spécule, hein? Hors d'État de servir notre constitution est pratiquement inacceptable. Parce que nous sommes encore un pays quand même. C'est vous qui avez dit que vous êtes un pays, on ne refuse pas. Que les panels, les propositions sont contraignantes. Donc ça veut dire s'ils viennent, ils disent que bon, monsieur le président de la République, vous êtes élu président de la République de Côte d'Ivoire, mais nous, après vérification de tout, nous pensons que vous n'êtes plus président de la République de Côte d'Ivoire. On respecte bien la Constitution, je vous le dis. Oui, tout à fait. Mais, vu les réalités sur le terrain, vous, en tant que président, vous devenez maintenant ancien président. Est-ce qu'il va accepter? Oui, mais... On respecte bien la Constitution. Oui, tout à fait. Je crois que c'est une question qui ne se pose pas lorsqu'on a bien suivi le président Gbagbo. Le président Gbagbo a dit je veux la vérité. D'accord. Je veux qu'éclate la vérité. Pour que la vérité éclate, il faut accepter une commission d'évaluation du scrutin. Il a été le premier à le dire avant le sommet de l'Union africaine. Deuxièmement, le président Gbagbo a dit je demande le recomptage. Il y a eu des recomptages, on l'a dit en Amérique, en Floride. Il y a eu des recomptages à Marseille, il y a eu des recomptages dans beaucoup d'autres pays. Il propose le recomptage. Bon, si toutes ces propositions sont refusées, bon,
Je pense qu'on a fait au moins 46 minutes. Hein. Voilà. On a fait 46 minutes. On va permettre à tout le monde de parler et puis après on continue avec la vidéo. Ça c'est un premier notice qui a parlé. Hein. Donc après on va continuer avec la vidéo de Ben Soumaoro. Un notice en plus. Si vous voulez encore, on va envoyer encore Wadou Koulibaly. Il va parler. C'est un notice. Bon, priorité à mon oncle. Boba Nikolo, comment tu vas mon oncle? Sois salué. C'est mon oncle et donc priorité oblige. Boba Nikolo. C'est quand Olivier Blaise là. T'as où ton nom là? Est-ce qu'il est là? Ok là. Le gars va rigolo. Le doyen, ça salut. Aïe. Là, mais il est en pause. Je sais pas s'il est occupé. Non, il n'est pas en pause, je pense qu'il a bougé. Ok, bon, on va poser par Chris. Chris. Bon, alors, dans la parole, là. Comment va Boris? Ok. Allô, ici là. Ok, Chris, vas-y, tu as la parole. D'abord, bonjour, Oximo. Bonjour. On dit quoi? Vous portez bien, non? Ça va, et vous? Ouais, je vais très bien. Moi, je voulais juste ton numéro pour essayer de changer avec toi par rapport à beaucoup de choses. Ouais. C'était juste pour suivre ton direct, il n'y a pas trop de grandes choses à vous dire ici. C'est Mon juste numéro, ton est-ce numéro, que je voulais. Et si ta page? Si ce profil-là? Ta page. Donc, tu peux poser ça sur sa page là. Là. Chose. Je crois que c'est qui là? Voilà, bah, vas-y. Le doyen Baba Nikolo, si tu es là, tu me fais signe, on te donne la parole. Oui, donc, la parole aux anciens, l'ancienneté oblige. Ta beauté partagée. salut mon frère Adolphe. Woody, je sens mes salutations depuis ta position. Et salut les autres camarades sur le panel. Bon, chaque fois que j'écoute le témoignage du doyen Feu Fologo, c'est édifiant, c'est émouvant en même temps. Et puis tu comprends que, bon, comme on connaît le fonctionnement de nos gars là, tu comprends que c'est ce qui lui a prévalu son ticket pour l'autre côté. Hein. Parce qu'il a tellement tout dit. C'était sans faux fuyant. Il a craché, il a donné des détails, des noms, des événements avec les dates précises. Je sais pas, en tout cas, ce jour-là, je sais pas qu'est-ce qui a animé le doyen. Si c'est un esprit, si c'est l'esprit saint qui est descendu en lui pour lui dire, faut parler aujourd'hui là. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est un ancien de la maison PDC. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont vécu le parti unique. C'était les enfants de Doufoué. Ils étaient proches de lui. Ils savaient comment le vieux fonctionnait, qu'est-ce qui se passait, comment il prenait les décisions, qui donnait l'ordre pour aller dire le bon ou le mauvais nom des opposants, parce qu'on ne voulait pas que le régime change. En tout cas, c'est un élément clé qui s'exprimait. Et tout ce qu'il dit là, on n'avait pas besoin d'aller fouiller. C'est vrai. Tu l'entends parler, mais tu sais que c'est vrai. Le concerné même sait que c'est vrai. Et c'est ce qui a permis que, voilà, qu'on lui donne son ticket pour l'autre côté. Ben, c'est la preuve que, voilà, il y a longtemps que ce serpent-là est parmi nous. Il y a longtemps qu'il est dans les choses lucubres. Il y a longtemps qu'il est dans le noir, en train de... Oui, Domi, ça salut. Il y a longtemps qu'il est dans le noir, en train de perpétrer des faux coups pour faire mal à ce pays-là. Ce pays qu'il a reçu, qu'il lui a tout donné. Bon, comme lui, il ne comprend pas ce langage-là. C'est quelqu'un qui a toujours été dans la forfaiture, toujours dans les coups bas. Très tôt, le vieux n'est même pas encore tombé. Ou du moins, juste après que le vieux soit tombé. Comment tu peux aller voir quelqu'un pour lui dire, trouver des compromis pour ne pas respecter la Constitution? Toi, tu as un souci avec la Constitution. On dirait les gens qui n'aiment pas se laver, là. La Constitution, là, c'est comme toi, tu es cabri de Constitution bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'autre de la Constitution, là, te touche, quoi. Partout, toi, tu te trouves, on ne doit pas appliquer la Constitution. On doit toujours trouver des stratagèmes pour toi t'avantager, pour t'aider. Ça, c'est vrai cabri de la Constitution. Il n'aime pas l'autre de la Constitution, il ne doit pas le toucher. Et c'est ce monsieur-là, qui est dans le faux depuis des années, qui vient se jouer encore les grands économistes. Là, il a tenté de manipuler les gens par le non-respect de la Constitution. Maintenant, il est rentré dans un autre domaine là,
Ils sont venus le vendre parce qu'ils ont tenté les coups bas, ça n'a pas marché. Maintenant, ils sont venus le vendre maintenant en tant que, avec son parcours professionnel. Voilà. Donc, ils l'ont expédié dans les grands trucs là-bas. Voilà. Il est venu là, oh, économiste, il a relevé l'économie du Japon. L'homme qui a relevé l'économie du Japon, qui a relevé l'économie de, tous les grands pays là. L'État assis sur le perron de l'Élysée la matin, il dit que, le franc CFA, c'est une très bonne monnaie pour les Africains et que lui, de son poste d'ancien gouverneur de la PCAO, il voit que le franc, c'est quelqu'un qui a relevé l'économie des grands États. Le franc CFA, c'est très bien pour nos États et tout. Là où, à l'inverse, le président de Laurent Gbagbo, l'homme sur la photo, Woody Bagnon, c'est plus, là où il dit que les pays qui sont dans le franc CFA là, vont quitter un à un. Parce que c'est pas bon. On quitte là où c'est pas bon. Sinon, quand c'est bon, là, on reste. Et si un visionnaire comme le président Gbagbo dit que les pays qui utilisent encore le franc CFA vont quitter un à un, c'est parce que c'est pas bon. Mais le grand économiste international, lui, il dit c'est bon. Il dit c'est bon. Et dites-vous que les États africains produisent presque par an près de 248 tonnes d'or. Et dans les 248 tonnes, il y a près de 43 000 tonnes, qui sont, qui rentrent qui vont au trésor français pour soutenir cette monnaie-là. C'est là que tu te poses la question de savoir, mais attends. Donc, 248 000 tonnes on produit par an. 43 000 vont là-bas pour soutenir la monnaie là. Mais ce qui reste là, si on s'est mis tous ensemble même, on peut prendre 50 000 mains pour nous-mêmes faire notre monnaie, on va soutenir notre monnaie. Qu'est-ce que l'économiste international là? Qu'est-ce qu'il raconte? L'économiste de Wish là. Qu'est-ce qu'il lui raconte? C'est que c'est des gens qui ont été parachutés et aidés depuis longtemps. C'est un cabri de constitution. Il n'aime pas, quand on entend constitution, les fâchés. Hein. On dirait le gars là, Mamadi. Quand Mamadi va se laver, il dit, Ntego. C'est quand il voit la constitution, il attend constitution, quand il dit, Ntego. Franchement, c'est décevant, voilà. Franchement, bon, il y a beaucoup de choses à dire sur lui là. Si passé faire un concours à mon frère, Oxymore, comme il est venu en live, ça salue également mon frère Adolphe, et puis bon, il a laissé la parole aux autres, ils vont s'exprimer. Voilà. Ici là, c'est un autre coup de tous les paroles, je vais aller un peu plus en profondeur, mais, Ouattara Soba, Nteko, quand on entend constitution, il dit Nteko, il passe l'eau de constitution, on ne va pas le toucher. Merci, camarade. Merci, camarade, merci beaucoup. On va passer la parole à Def. Ouais, soyez salués les camarades. Camarade aussi, moi merci. En tout cas, j'ai écouté un peu le live du père Fologo. En tout cas, moi ce que j'ai à dire, c'est que le vrai problème même de la Côte d'Ivoire là, c'est nous la jeunesse. Voilà. Quand je vois aujourd'hui les suivis, au lieu de suivre l'idéologie, c'est-à-dire le plan d'un politicien, mais les gens préfèrent suivre l'homme lui-même. Qu'il soit dans le faux ou pas, ils sont avec lui. C'est ça, le vrai problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la jeunesse. Et puis, quand je parle de la jeunesse, mec, qui suit aujourd'hui le RHDP. Quelqu'un, mec, qui n'est pas, je m'excuse pour ce que je vais dire, mais qui n'est pas digne des paroles là. Moi, je ne marche pas avec lui. Quelqu'un qui a trahi tout un pays, qui a trahi tout un peuple, qui a trahi tout un parti, qui a fait coalition avec un parti pour aller contre quelqu'un. Je parle des élections de 2010. Il a fait coalition avec le PDCI. Il a promis à l'autre que si nous on prend, 5 ans après tu vas prendre. En fin de compte, le monsieur il est ouf, il a tué. Et c'est ce genre de personnes-là, ils sont encore, c'est eux qui, nous les jeunes encore, on s'en va encore s'asseoir dans les chaînes de télévision pour défendre, pour mentir. Sachant que le monsieur, il a un objectif de sa tête. Il est venu pas pour quelqu'un, il est venu pour lui-même. Il n'est pas venu pour aider le peuple ivoirien. C'est ce qu'on oublie. D'autres pensent que le monsieur il est là, non il est venu parce que tu es gula ou bien tata. Non, hein, lui n'est pas dans ça. Il est venu pour ses propres intérêts. Je me rappelle depuis un petit, il y a un journal où il a dit je rendrai ce pays ingouvernable. C'est ce qu'il est en train de faire actuellement. C'est ce qu'il est en train de faire. Les marchés qui sont en train de brûler actuellement là, c'est qui? En tout cas, frère Ousmane, moi je t'encourage dans le combat. Et si tout le monde, bon, on ne peut pas tous avoir la même idée et puis la même perception, la même vision aussi. Mais si un peu, on arrive, nous la jeunesse, on arrive à comprendre que l'avenir de la Côte d'Ivoire là, ça doit nous revenir. On doit choisir quelqu'un qui est là pour notre pays, qui est là pour l'intérêt de notre pays et en même temps pour les intérêts même de l'Afrique. C'est ce personnage-là qu'on doit suivre. Mais aujourd'hui, là, on n'a plus la parole. Tu parles même, ton compte est signalé. Tu parles même, c'est quoi, PLCC. Ah, mais si c'est eux là, ils ont droit à la parole. Hein. En tout cas, moi, aujourd'hui, j'ai suivi un peu. Tout le temps, je te suis de près, mais j'ai dit aujourd'hui, je vais monter un peu sur ton live pour intervenir un peu. Mais je n'ai pas trop monopolisé la parole. Je vais un peu laisser la parole aux autres. Voilà. En tout cas, merci. Merci à tous.
Dimitri, Def. L'Ivoirien. L'Ivoirien par africain, c'est à toi. Oui, oui, je suis là. Alors, bonjour, chers camarades, bonjour tout le monde sur le panel. J'espère que vous m'entendez bien, hein. D'accord, merci camarades. D'entrée de jeu, j'aimerais dire merci. Je voudrais dire merci à Oxymore, au grand frère Oxymore pour le travail qu'il fait, qu'il abat. Voilà. Qu'il sache que nous le suivons ici depuis le Sénégal. Nous le suivons, nous sommes toujours connectés, hein. Nous le suivons. Et en même temps, nous le soutenons et nous lui disons merci. Parce que depuis qu'il est entré dans l'arène, avec les panels qu'il organise, nous sommes beaucoup instruits et c'est beaucoup instructif. Par exemple, aujourd'hui, les audios qu'il a mis, alors ça m'a beaucoup instruit. J'ai pris mon cahier ici, je prenais note de ce que le doyen Fologo était en train de dire. Et je me pose la question de savoir si cette vidéo a donc été regardée par la jeunesse de RHDP. Et je me pose bien la question si les Fasco, Zato, bien Kokora, ces personnes-là ont une fois entendu ce que le doyen Fologo a dit tout à l'heure. Malheureusement, c'est vraiment un mal criard d'être partisan de ce régime-là ou bien du RHDP. Alors, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que nous qui sommes les enfants de Laurent Gbagbo, moi, depuis 90 jusqu'à aujourd'hui, dans mon corps, mon âme et de mon esprit, pas que c'est du fanatisme, ou bien c'est de l'absolutisme, mais le président Laurent Gbagbo jusqu'à aujourd'hui a toujours été ancré dans mon sang. Voilà, il a toujours été ancré dans mon sang. Et pourquoi? Parce que c'est un homme. Il était le premier, sinon, il est le premier opposant face aux vieux, aux fouilles. Notre premier président en Côte d'Ivoire. Et depuis qu'il a été opposant, jusqu'à ce qu'il soit en prison, en exil et tout ça, et même quand il revient de l'exil, de la prison, quand il sort, il a toujours mené le combat dans une position idéologique. Il n'a jamais été question que le président Laurent Gbagbo, comme le ministre vient de le dire tout à l'heure, a fait recours à une force armée pour accéder au pouvoir. Mais il a toujours dit en Côte d'Ivoire, à ce que je sache, asseyons-nous et discutons. La personne qui, dans l'arène politique en Côte d'Ivoire, qui prenait la paix, qui cherchait la paix à tout prix, et même qui a même donné de l'argent au nom de la paix qu'il recherchait pour son pays, qui a tout fait, le tout en Côte d'Ivoire ici, nous le savons très bien, c'est le président Laurent Gbagbo. Parce que ça te démontre aisément, face au président Félix Houphouët-Boigny, est-ce qu'on a une fois entendu que Laurent Gbagbo a orchestré un coup d'État par une force armée venant d'un tel pays pour accéder au pouvoir? Non. Lui, c'est l'homme de la parole. Il parle, c'est l'homme de la parole, l'homme de paix, là, c'est ça. Parce que l'Ivoirien, dans son essence, ne sait pas ce qu'on appelle la prise des armes pour endeuiller un pays, le pays que tu veux gouverner. Nous, on n'a jamais connu ça. Mais le grand démocrate, technocrate, qui a fait des grands pays, qu'on pourrait même appeler l'économiste, qui a pu relever le Japon et qui a été aux États-Unis, qui a un carnet d'adresses mondial reconnu, qui pouvait faire de la Côte d'Ivoire un endroit paradisiaque. Le voici aujourd'hui à la tête de notre pays. Mais quand il a pris le pouvoir, non seulement par les armes, par une voie anticonstitutionnelle, et quand il est venu, même le jour de son investiture, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il fera en sorte que les lois de la République et la Constitution soient respectées. En cela, la Constitution qui donc limite le nombre de mandats à 2 sera respectée. Et il fera en sorte que ça soit respecté. Et que même, il ne se va même pas être président à l'âge de 80 ans, si je ne me trompe pas, à l'âge de 80 ans. Mais aujourd'hui, il a quel âge, cher ami? Aujourd'hui, il a quel âge? C'est pour cela que je vous dis, et j'ai toujours dit sur le panel, que cet homme-là, son entrée dans la scène politique en Côte d'Ivoire, son entrée dans l'arène politique en Côte d'Ivoire a toujours été dans les troubles. Même pendant que le vieux vivait, il avait toujours cette ambition-là d'être président. C'est pour cela qu'il peut même essayer de contourner la Constitution. Les mêmes vêtements, elles doivent toujours être là. Non. Oh, vous l'avez dit, la pauvre. Mais elles s'en sortent. Comme le sort, il est doux.
C'est pour cela qu'il peut appeler le doyen Fologo pour essayer de l'amadouer, pour être président sans passer même par les élections, sans passer par les urnes et, n'est-ce pas, gouverner le pays. Mais comme le ministre a toujours été honnête depuis qu'il a été ministre au temps du fouet jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, en 2021, il nous a quittés. Il a toujours été vraiment un homme honnête et noble dans sa mission. Il s'est opposé, et comme, à part lui seulement, il y a aussi d'autres personnes aussi qui se sont opposées à cela. Mais nous devons comprendre, la jeunesse ivoirienne surtout doit comprendre, je vais chuter par là, doit comprendre que la présence de cet homme-là à la tête de notre pays, et s'il continue encore d'exister à la tête de notre pays, je vous assure que les mandats prochains, c'est un cauchemar, c'est un véritable cauchemar que nous allons vivre. La Côte d'Ivoire aura, n'est-ce pas, à traverser une histoire cauchemardesque du jamais vu en Afrique de l'Ouest ici. C'est pour cela que, depuis que nous sommes ici au Sénégal, et même là, nous venons d'arriver du Mali, nous faisons que la sensibilisation de la diaspora africaine. Vous leur dire et leur expliquer, que ce soit en français et en anglais, et même en Bambara que je parle très bien au Mali où on était la semaine passée, pour leur expliquer le combat leadership de Laurent Gbagbo là. Ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire seulement, c'est pour toute l'Afrique. C'est ce que l'Afrique sahélienne n'avait pas compris autant. Jadis, et qu'ils l'ont combattu. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, l'Afrique sahélienne a compris le combat du président Laurent Gbagbo. Et Ibé de Burkina l'a dit. Mais on nous a appris à le mépriser, à le haïr sans raison. Mais aujourd'hui, on a vu que vraiment, le président Laurent Gbagbo était là pour son pays et pour l'Afrique. Et je vous assure que ces trois pays du Sahel, et même ici au Sénégal où je vis, la majorité de ces personnes comprennent que le président Laurent Gbagbo n'est pas là seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'Afrique. C'est pour cela qu'il est de notre devoir de tout faire pour l'aider et faire de ce qui est de notre pouvoir afin que notre candidat qui est Laurent Gbagbo revienne aux affaires pour rétablir l'ordre en Côte d'Ivoire. Et chacun de nous, que nous soyons partisans ou bien que nous soyons admirateurs, mais nous devons tout faire pour que ce pouvoir-là chute et tombe cette année en 2027 et nous dégage la tête de notre pays. C'est tout ce que moi j'ai à vous dire. Et je vais chuter par là en disant merci au grand frère Osimo, en disant merci à tous mes grands frères sur le panel, parce que le combat dans lequel vous êtes engagés, nous, franchement, qui sommes derrière vous, nous qui sommes vos cadets, n'est-ce pas, vous qui êtes nos aînés, nous vous suivons et nous continuons le même combat ici, en Afrique de l'Ouest, la diaspora ici. Merci encore et je vais laisser la place à certaines personnes et nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Merci. On va donner la parole à Boris. Boris, il n'est pas là. Non, il n'est pas encore arrivé. Il a dit qu'il y a une campagne, on va donner la parole. D'accord, t'as voté par là. Bonjour, Oximo. Merci encore pour l'occasion que vous donnez à tout le monde de pouvoir s'exprimer sur... Oui, attends. Ok. Excuse-moi, on va laisser la place au doyen. Il est là. On lui donne la place. Laisse Boris finir. Je suis là, j'écoute tout le monde. S'il te plaît, laisse Boris. Ok. Donc, Boris, vas-y, continue. Je suis là depuis le début. Ok. Donc, Boris, vas-y, continue. Merci encore au doyen. Voilà, je disais, voilà, merci pour l'occasion que vous donnez à tout le monde à pouvoir s'exprimer sur ce panel. Voilà, en écoutant le doyen, le ministre Fologo, déjà, ce sont des choses que peut-être on sait déjà, on sait déjà, mais sauf que voilà, il y a des moutons à côté qui ne, excusez-moi du terme, qui ne veulent pas comprendre. Déjà, quand on écoute le doyen parler, on sait que il y a longtemps, en réalité, on va dire en un mot, ce Ouattara là, il n'est pas un politicien, c'est un braqueur. Parce que depuis 1996, parce que toi, tu as été là à côté de quelqu'un, tellement tu n'as pas confiance en lui. Tu n'as pas confiance en lui. Normalement, tu t'es... Il va continuer. Laisse-le parler, s'il te plaît. Si c'est la parole, tu vas parler. Voilà. Tellement il n'a pas confiance en lui, malgré qu'il était déjà dans le gouvernement. Il voulait forcément faire quelque chose, braquer le pouvoir, changer la constitution pour pouvoir s'installer. Et ça, un chien ne change pas sa manière de s'asseoir. On voit toujours, ça continue. Même cette année, encore, s'il le faut, il a envie de le faire, mais là, il est coincé, il peut pas. Donc, ce sont des choses que aujourd'hui la jeunesse doit se lever, essayer de comprendre. Aujourd'hui, on ne lutte pas pour quelqu'un, on ne lutte pas pour le président Gbagbo, mais on lutte pour nous-mêmes. Quand aujourd'hui, on regarde au pays,
Nos propres parents, ils n'ont pas le droit de parler. Leur terre, il y a des étrangers qui viennent arracher. Ben, là, on n'a pas besoin de faire un dessin pour que la jeunesse puisse comprendre, au fait. On n'a pas besoin de faire un dessin. Quelqu'un qui vient au pouvoir avec des armes, et non seulement il vient, c'est quelqu'un qui s'assume pas. Déjà, en commençant par lui-même son propre nom, Alassane Dramane Ouattara. Le Dramane, il refuse déjà. Bon, quelqu'un comme ça, on le suit pourquoi? Quelqu'un qui est venu, qui a créé le parti RDR. Aujourd'hui, il refuse que le parti, on appelle son parti RDR, qu'au RHDP. Mais RHDP, là, c'est en 2010. Nous tous, on a vu... il n'a pas créé, pardon, Boris, il faut rectifier, il n'a pas créé le parti RDR. C'est pas lui qui a créé le parti RDR. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc, bon, voilà, il était, on va dire peut-être il était à la tête. Il se proclamait, voilà, je sais pas. Donc, ben, il refuse. Aujourd'hui, moi, depuis tout petit, quand on entend RDR, on sait ce que ça veut dire. Donc, aujourd'hui, ils sont à la tête du pays. Ils refusent le RDR. Pendant que c'est le RDR qui vous envoie au pouvoir. Vous n'êtes même pas reconnaissant. Vous venez le RHDP. Mais le RHDP, là, c'est pas un parti. Le RHDP n'est pas un parti. Donc, quelqu'un avec tous ces petits trucs-là, vous voyez, vous venez vous asseoir et vous commencez à défendre cette personne. Mais c'est une manière de vous insulter vous-même. C'est une manière de vous insulter. C'est un peu comme si vos parents vous ont mis à l'école, mais apparemment, ce que vous êtes allé faire à l'école, on ne sait pas. Aller cueillir des trucs, bon, votre mentor, c'est un tricheur. Donc là, peut-être que c'est ce que vous avez fait et puis vous avez eu cette position-là. Mais on ne peut pas continuer de vivre dans le mensonge d'après le père Dalois. On doit être fatigué à un moment donné. On doit être fatigué à un moment donné de vivre dans le mensonge. Parce qu'une personne, mentir, c'est pas facile. Quand ça n'y est pas dans ton sang, et puis tu veux faire, tu vas dire des choses et te contredire. Mais lui, par exemple, il est né avec le mensonge. Lui, il est né avec le mensonge. Donc, quand il vient, un homme qui n'a pas de dignité, qui vient s'asseoir à la télé devant la caméra, devant la première chaîne, qui vient dire que, bon, voilà, moi, je ne serai pas candidat demain. Et dans quelques heures, il vient dire non, je serai candidat. Bon, quelqu'un comme ça, comment vous pouvez le suivre? Et vous faites confiance en lui. Vous venez vous asseoir, bilan inattaquable, machin, tout ça. Mais écoutez, Gbagbo, quand il a envie de faire quelque chose, il fait, il s'assume. L'ADN s'assume. L'ADN de quelqu'un. Gbagbo n'a jamais accepté. Il s'est assumé, il ce qu'il voulait là. Nous tous, on savait que Gbagbo voulait être président. Et c'est ce qu'il est devenu. Et il va être. Mais vous passez à côté, tout ça là pour venir gratter votre tête, tendre la main, pour venir devenir président, ben ça fait pitié. Vous regardez quelqu'un quand on parle de programme politique, comment il a fait pour être président à la tête du pays aujourd'hui là? Si nous tous, tu demandes à un enfant, on va savoir, ils vont dire que c'est pas des armes qu'il est venu au pouvoir. Vous venez vous asseoir sur les chaînes de télé, je sais pas, les soi-disant journalistes et autres. Vous venez traiter Gbagbo je sais pas, de tous les noms. Pendant que vous, votre leader, on ne sait pas ce qu'il a fait concrètement. Oh non, ben, il était au pouvoir, il n'a pas pu travailler. Pendant que vous, la vidéo qu'on a regardée la dernière fois, le monsieur a dit qu'ils ont commencé les coups d'État à la rébellion depuis 1999, pendant que Gbagbo même n'était pas, je sais même pas en quelle année, pendant que Gbagbo, je sais même pas en quelle année, pendant que Gbagbo, je sais même pas en quelle année, pendant que Gbagbo, vous l'avez empêché de travailler. Bon, il travaille comment? Donc, il y a un peu tous ces petits trucs-là. En tout cas, moi, je n'accuse pas le Ouattara, mais j'accuse ces moutons qui sont autour de lui. C'était un peu ce que je voulais dire. Voilà, je chute par là, et puis voilà, j'attends encore à mon tour. Merci beaucoup, Boris Kossi. Le grand frère, Baba Nikono, si tu es là, hein, le doyen. Et encore. Non, il a dit qu'il est là, je l'ai fait monter. Tu es muté, ton micro est muté. Ton micro, le gars, t'as voté le live. Non, je suis là depuis le début. C'est parce que ça fait plaisir, vous savez, chez nous, les adultes, on dit que deux têtes valent mieux qu'une, hein. Voilà. C'est-à-dire, quand il y a deux personnes quelque part,
c'est sûr que vous serez moins stupide. Je tiens d'abord à saluer les patriotes qui sont sur le panel et dire merci à l'équipe du député Oxymore qui a gardé la ligne du combat. Déjà, je tenais à vous féliciter parce que plus les jours avancent, plus dans vos interventions, je vois beaucoup d'expérience, je vois beaucoup de maturité. Vous avez pris beaucoup, vous avez apporté du bénéfice à votre combat. Et je m'explique. Au départ, je voyais le député et ses amis répondre à des gens qui n'en valent pas la peine. Or, en communication, quand Didier Drogba décide de parler d'un joueur de Sacramento Sport, c'est pas le joueur qui ternit l'image de Drogba, mais c'est Drogba qui soulève le joueur. Voilà. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'ils sont les ancêtres de la communication et qui vous jalousent. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent non, que vous auriez dû faire allégeance à leur combat avant que vous puissiez aborder des thèmes. Aujourd'hui, votre opiniâtreté, votre détermination et la qualité de votre combat vous accorde du crédit devant n'importe quelle plateforme. Vous voyez? Donc, quand je dis que vous êtes bonifié, je vois aujourd'hui rarement les terroristes du RDR venir intervenir ici. Hier, cette plateforme était donnée à tout le monde. Ces gens qui se brossent pas, les gens qui sortent des madrassas, des écoles coraniques, des gens qui sortent des parfums ousna, des gens qui finissent de manger du soumara, qui savent même pas quelle odeur ils pilulent lorsqu'ils sortent, sont tenus à venir débattre, parler du tout et de n'importe quoi. Donc, j'ai vu que vraiment l'équipe du député Oxymore, je salue son partenaire Adolphe, je salue son binôme John Premier, je salue leur princesse Emmanuela et tous les autres qui les accompagnent parce que vous êtes une équipe et je tiens à saluer cette équipe. Vous êtes bonifiés, bravo les gars. En tout cas, sachez que de temps en temps qu'on a le temps, hein, on vous écoute. Quand je finis de dire ça, il faut aussi saluer la qualité des intervenants. Tout à l'heure, j'ai vu des frères intervenir et je tiens à leur dire bravo. C'est ça, en fait, l'essentiel de ce combat-là, c'est de savoir utiliser chaque mot à sa place. Les gens ont l'habitude de dire nous sommes en guerre de communication. Non, nous ne sommes pas en guerre de communication. Nous sommes en guerre et la communication est une arme. Chaque fois que vous décidez d'utiliser un mot, à part quand on est dans l'euphorie des phrases, il faut savoir l'objectif de ce mot. C'est pour ça que quelqu'un a utilisé tout à l'heure que Ouattara est un cabri de la Constitution. Mais quand tu entends comme ça fait rire. Mais c'est une très bonne expression. Il faut savoir innover. Parce que chez nous, les Africains, tuer cabri, c'est quelqu'un qui n'aime pas se laver. Dont l'eau est totem. Mais si quelqu'un utilise une expression qui est authentique, qui est tellement belle comme ça, Ouattara est un cabri de la Constitution. Moi, cette expression, je garde. Hein. Je tiens à dire merci à celui qui l'a dit. Ça doit être Boris, non? C'est Boris qui a dit. Voilà. Cette expression-là, nous allons la relayer pour que les gens comprennent. Aujourd'hui, nous avons tenu à dire. C'est le 2-5, mon doyen. 2-5. Il y en a plein comme ça. Ça vient, ça sort. En poids. Ça, voilà. Mon doyen. C'est très bien. Ça, c'est des expressions comme ça. Il vous faut. Ça vous donne de l'authenticité dans votre combat. Voilà. Nous utilisons les gros mots français, peut-être pour expression les RDR, mais entre nous, quand surtout, c'est des expressions qu'il faut créer. Quand aujourd'hui nous disons que Ouattara est un terroriste, c'est vrai. Aujourd'hui, vous tapez sur n'importe quel navigateur terroriste, ils vont vous donner un fil conducteur, mais à la fin, vous allez voir Ouattara. Parce que nous avons tenu à mettre ça dans les navigateurs Google, dans les navigateurs Safari, dans tous les navigateurs que vous connaissez. Mais parce que c'est un terroriste. Donc, dans cette communication, le deuxième point, c'est que, les gars, il faut vous bonifier en choisissant des termes qui vont. N'ayez pas peur des mots. Je me rappelle, le député Oxymore est témoin, quand j'expliquais aux gens au début que nous, de 2002 jusqu'à 2011, en passant par 2004, en passant par tout ce que vous avez vu, nous avons décidé de protéger nos terres. Nous avons décidé d'accompagner les services de sécurité et les FDS qui étaient acculés de partout. Nous avons décidé de ne pas laisser seulement la question de la Côte d'Ivoire à la souffrance du président Laurent Gbagbo. Et cette manière de faire là, ça s'appelle s'auto-organiser en milice. Les gens vont crier wow, mais il a fallu qu'on explique pour que les gens comprennent. Parce que vous avez l'amalgame entre miliciens, naturellement, entre choses mercenaires et entre terroristes. Vous voyez, quand on finit d'expliquer ça, on est venu expliquer que l'expression rébellion pendant la crise ne veut rien dire. Rébellion, ça veut dire quoi? On peut dire qu'aujourd'hui, Oxymore est un rebelle contre Ouattara.
Mais c'est pas quelque chose qui est péjoratif. Le ciel ne va pas tomber sur la tête. Mais si on dit qu'Oximo est un terroriste, ça devient péjoratif, ça devient dangereux. Pourquoi? Parce que dans le combat, dans la guerre de la souveraineté dans laquelle nous sommes et nous utilisons la communication, des gens, je vous prends un exemple, pour que les gens fassent tomber Kadhafi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé des mots durs. Dictateur, tyran, assassin, violeur. Quand ils finissent de vous coller ces trucs, il suffit d'écrire une expression dans n'importe quel navigateur, on vous déroule les explications jusqu'à vous trouver des gens à qui ils ont connoté ces termes-là. Donc, je vous exhorte ici, camarades, à vraiment prendre ce combat au sérieux. La communication est une arme, mais une arme redoutable à un niveau. Regardez, avant-hier, quand le président de la France se fait gifler, automatiquement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus dire que c'est une intelligence artificielle. Mais quand ils ont dit que c'est une intelligence artificielle, là, ils ont ouvert une brèche à tous ceux qui étaient, qui savaient maîtriser les appareils de la communication. Mais ils sont restés dessus jusqu'à la vérité sortie. Ils n'ont, Oxymore, c'est-à-dire, elle et moi, on s'amusait. Ah bon? Vous vous amusez. Mais lui qui est venu dire que c'était intelligence artificielle, il n'a pas dit que c'est la Russie. En gros, c'est juste vous exhorter sur les 3 parties que je viens d'élaborer pour vous dire que vraiment, vous faites un bon boulot, les gars. Ne faites pas attention au quand dira-t-on. Ne faites pas attention au nombre de personnes qui vous regardent. Quand une vidéo se termine, il y a quelqu'un qui va avec un message. Quand une vidéo finit, il y a quelqu'un qui vous découvre. Quand une vidéo finit, il y a quelqu'un qui veut vous entendre. C'est comme ça, il faut tenir. Nous, on a tenu pendant 9 années dans cette communication-là. On a tout vu. Des murs, des pas murs, des moqueries, des insultes, le mensonge, l'hypocrisie. On a tout vu. Mais si on n'avait pas d'objectif, si on n'avait pas une personne qui était notre leitmotiv comme Gbagbo, on ne serait pas là. Voilà. Moi, Maman Nicolo, que vous voyez, j'ai réuni 107 cyberactivistes de toute confédération religieuse confondue. Nordistes, sudistes, les gens de l'Ouest, les gens de l'Est, les gens du Centre, grands, gros, noirs, amoureux de Gbagbo, non amoureux de Gbagbo, amoureux de Soro, non amoureux de Soro, amoureux de Simon, non amoureux de Simon. Je les ai réunis 107. Je l'ai fait moi. Pour faire ça, il faut avoir des couilles, il faut avoir un dolage. Avec le député Simon, on a fait la démocratie civile à distance, on a fait beaucoup de choses. Et moi, vraiment, je suis satisfait. Quand aujourd'hui, des jeunes frères comme vous décidez de ne même pas laisser une parcelle de mots au RDR, je dis bravo. La dernière fois, quand Oxymore a commencé à relever les gens dont je ne vais pas dire les noms, leurs bêtises, d'après lui, quand je suis sorti, un est mort. Comment tu dis la même? Dès que je dis un est mort, là, tu as une expression là. Ah, Boudadé. Dès qu'on sort, on les élimine. Voilà. Dès que vous les éliminez. Il y a un qui est éliminé. Merci. Voilà. Et beaucoup sont éliminés comme ça. Donc, quand je finis de dire ça, pour ne pas monopoliser la parole, je vais rentrer dans le but du sujet. Ou du moins, je vais m'arrêter là pour que d'autres parlent et puis après, on va revenir dans le but du sujet. Voilà, vas-y. Alors, dans le but du sujet, j'ai écouté le doyen Fologo. En fait, Fologo, il a toujours été taxé de quelqu'un qui sèche son habit où le soleil brille. Et une fois, un journaliste a demandé au grand frère Fologo, monsieur le ministre, pourquoi chaque fois vous vous retrouvez dans une situation quand c'est rose en fait. Le gars voulait dire, c'était Fologo, il est opportuniste. Et Fologo lui a dit, la politique, c'est la saine appréciation du moment. La politique, c'est la saine appréciation du moment. Est-ce une science exacte ou une science non exacte? N'empêche que c'est d'abord une science. La saine appréciation du moment, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, moi, Maman Nicolo, je peux être en désaccord total avec le terroriste Hassan Dramane Ouattara. Et puis demain, par notre fait, par le fait qu'on continue de l'acculer, il décide de façon drastique de remettre le plan Gbagbo à sa place. C'est-à-dire, un matin, Ouattara se lève et puis dit non, j'ai déconné, excusez-moi, j'aurais pas dû, c'est l'impérialisme, c'est ceci, cela. Aujourd'hui, en tout cas, je demande pardon, chers Ivoiriens, revenez à la maison, président Gbagbo, viens prendre ta chaise et puis Ouattara va s'asseoir. Notre haine qu'on a contre lui là. Mais, logiquement, dès l'instant où il donne la place de Gbagbo, dès l'instant où il fait son mea culpa, dès l'instant où il se remet à nous pour que nous puissions utiliser notre justice, la politique voudrait qu'on passe à une nouvelle étape. C'est la seule impression du moment. Non, c'est que les jours là, il y a des gens qui ont. C'est que les jours là, il y a des gens qui ont mis diable. Par exemple, là, il a pas les diables. Il y a les trucs dans mon collimateur, les diables. Avant que tu le trouves là, avant que tu le trouves, que tu aies accès à lui. Mais avant d'avoir accès à lui là. Donc, c'est ce que Fologo appelle la saine appréciation du moment. Aujourd'hui, il y a une situation. Le président Laurent Gbagbo est injustement malmené de partout.
Et nous avons décidé de lui rendre justice. Demain, le président Laurent Gbagbo vient s'asseoir. Et je prends encore un autre exemple. Et puis il dit non, pardonnez à Draman Ouattara. Alors que Ouattara n'a ni fait de mea culpa, ni fait ce que j'avais dit tantôt là. Et puis le président Gbagbo, nous on s'est battu, on l'a mis au pouvoir, et puis non, pardonnez à Ouattara. On va désobéir au président Gbagbo. Ça aussi, c'est la scène impression du moment. Donc c'est deux exemples que je prends pour que vous puissiez comprendre que quand les gens utilisent l'expression fologo, et puis on dit, il fait comme fologo, c'est quelqu'un qui n'est pas carré. Vous voyez? Or, c'est quelqu'un qui est comme ça. Or, en réalité, ce que dit fologo est vrai. Ce qui arrive aujourd'hui là, c'est ce qu'on juge. Et c'est en fonction de ce qui arrive aujourd'hui qu'on prend une posture. Donc, à partir de cette posture, on décide d'où on va ou comment est-ce qu'on va. Donc, aujourd'hui là, ce que dit le président Fologo, paix à son âme, alors le ministre Fologo, paix à son âme, c'est de nous dire que nous n'avons pas tort. Souvent, j'entends des gens dire que, ah les gars, même si on n'aime pas Ouattara, on n'a qu'à reconnaître qu'il travaille. Ouattara travaille comment? Il travaille comment? Je dis à Waraba ou bien à ils viennent sur mon panel ici, et puis je les pose deux ou trois simples questions, mais les gars n'arrivent pas à répondre. Je ne sais pas s'il faut que Ouattara vienne sur mon panel pour qu'il puisse me répondre. Ou bien un jour, Ouattara, il va l'interviewer, il va répondre à ces questions-là. Pas chaque jour, il pose ces questions, il ne répond pas. Mais quelqu'un que tu veux tuer, comment il va venir répondre à ton panel? Il n'arrive pas à répondre à la question. Même tout, c'est-à-dire tous ses subordonnés, il ne peut pas répondre à ces questions-là. Il ne sait pas. Donc, je continue. Quand aujourd'hui certaines personnes viennent, je vais vous parler de communication, tu dis que, ah, vraiment, les gars, on n'aime pas Ouattara, mais on a qu'à reconnaître. Même là, c'est quoi? C'est une opposition. Mais quoi? Vous prenez un poisson qui est dans l'eau. Le poisson qui vit dans l'eau, là, vous allez le pêcher, vous le faites sortir. Il est dehors jusqu'à il suffoque parce qu'il lui manque de l'air, puisqu'il respire dans l'eau. Et puis vous le prenez, vous le remettez dans l'eau. Et puis les gens vous applaudissent, ah bravo, ah vraiment merci, hein, merci, tu as été gentil. Mais c'est une hérésie de la raison. Qui a enlevé le poisson dans l'eau? C'est pas toi. Qui t'a envoyé pour l'enlever dans l'eau? C'est quel effort tu as fait? Quand tu prends un poisson dans l'eau, tu le fais sortir, il étouffe, tu le remets, et puis on t'applaudit, on dit, ah vraiment, non, vraiment, et il n'était pas obligé de le mettre dans l'eau. Mais est-ce que tu es obligé d'enlever de l'eau? Donc le terroriste Alassane Dramane Ouattara, c'est quelqu'un qui est foncièrement faux. Le RDR, ce n'est pas pour lui. Le RDR, ça a été créé par un groupe de PDCI frustrés, dont Jenny Koubena a eu l'outrecuidance, l'audace et le courage de s'asseoir avec son frère Babou Laurent, de faire les statuts de règlement du RDR, d'avoir des membres fondateurs, dont Ouattara n'est même pas dedans. Donc beaucoup de personnes, c'est-à-dire, quand vous avez les membres fondateurs aujourd'hui du RDR, là, c'est faux, hein. Je n'ai pas préparé ça, je vais vous dire les membres fondateurs du RDR. Ils ne sont pas dedans, c'est des gens tranquilles, voilà, des Ivoiriens bien qui ont créé le RDR. Parce que l'avènement de Bédier, avec le cercle national Bédier, avait mis de l'opprobre et ils ne voulaient pas leur donner droit à la parole. Denis Kobenan frustré est parti du RDR et puis ils ont créé le RDR. Le RDR a été phagocyté par l'impérialiste, par la France, au détriment d'Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, quand il était plébiscité pour être président du RDR, président d'honneur, je précise, il n'avait jamais été militant du RDR, il n'avait pas de cadre du parti RDR, il n'avait jamais été cadre du RDR. Ils sont allés le soulever parce qu'ils cherchaient quelqu'un qui avait l'argent pour candidater contre Bédier. Et comme il y avait beaucoup de nordistes, dont les Ben Soumaoro, les choses, comment ça s'appelle même, voilà, les Gons, non, pas l'autre Gon là, pas le petit Gon là, lui là, il y avait les Gons, il y avait les Lamine Diabaté, leur groupe là. Ils ont phagocyté un peu Denis Kobenan. Plus de Denis Kobenan, il est Nzima, il est Apollo. Vous voyez? Donc, ils ne pouvaient pas accepter que eux, le RDR, parce que dans le nord là-bas, eux aussi, ils n'aimaient pas Bédier. Au nord, ils étaient beaucoup PDCI, mais quand Bédier est venu, ils n'aimaient pas Bédier. Donc, il y a eu beaucoup de nordistes autour de quelques Boussoumani, comme ils appellent, qui étaient dans le RDR. C'est comme ça que eux, ils ont plébiscité avec Ariel Dagri Diabaté, Alassane Dramane Ouattara, qui était aux États-Unis, où il était chauffeur de taxi là-bas. Il racontait aux gens qu'il était à PhD, une économie, un menteur comme ça, quelqu'un qui n'a jamais écrit de pedigree, même pour dire non, il va écrire même une mémoire. Bref. Alors, quand on prend cet individu-là, le président Laurent Gbagbo, dans une logique de démocratie, et qui a aidé son frère, c'est comme moi, je vais voir Oxymore, on finit de faire le parti d'Oxymore, moi aussi j'ai mon parti. Et puis, on dit non que c'est, par exemple, Adolphe qui est au pouvoir. Moi et puis Oxymore, on se met d'accord. On met nos partis ensemble pour faire le Front républicain, pour que Adolphe puisse jouer le jeu démocratique. Et puis Oxymore dit, ah, il a son vieux père Djouan, qui a blé, on va le chercher Djouan. Alors que Djouan n'est même pas notre militant. Et puis on va chercher Djouan. On présente Djouan. Donc, Oxymore et moi, on a fait notre accord, mais c'est Djouan qui est supposé être celui qui va représenter Oxymore. Et puis aujourd'hui, on dit donc que Baba Nicolo et puis Djouan ont fait alliance. Non, moi, on n'a pas fait alliance. Hein.
C'est moi et Oximo on a fait alliance. C'est notre parti politique qu'on a fait alliance. Parce que Oximo était le secrétaire général de son parti et moi je suis le président de mon parti. Donc de parti à parti, on a fait cette force-là qu'on a appelée le Front républicain. Vous voyez. Maintenant, comme Ouattara était... C'est pour ça que quand Babo dit Ouattara était maton, Babo le connaît. Hein? Parce que quand Oximo allait voir Djouan pour être président, Djouan m'a dit à moi, ah, écoutez, ne vous inquiétez pas, je vais financer votre parti, j'ai des amis qui vont venir, j'ai de l'argent. Donc, à la fin du Front républicain, le blanc Babo dit Ouattara n'a rien. Pikini. Non, il m'a spawn. Il n'a rien. Il a vendu des... Là, nous faut les jusqu'à... Il n'avait rien. Il y a un pauvre type. C'est comme ça. Gbagbo, depuis ce jour-là, on dit, ah, ah, Jenny Tongala, c'est un menteur. Donc, Gbagbo, quand il parle, il le connaît. C'est un faux type. Bref. Donc, en gros, ça, comme Fologo a parlé de Ouattara, j'accompagne juste pour être dans le sujet. Donc, c'est comme ça que Alassane Ouattara et l'Alliance du Nord, comme l'a dit le monsieur là, j'ai oublié son nom, le blanc que tu as montré là, il a parlé de l'Alliance du Nord. Ça va, général Poncé ou quoi là? Non, c'est pas Poncé, il a un nom bizarre, j'ai oublié le nom. En fait, l'Alliance du Nord là, c'est l'habillage de la Charte du Nord, qui part de Bouaké jusqu'à, Bouaké c'est chez les Baoulés, mais eux ils ont pris Bouaké vers leur capitale, jusqu'à l'outre-savane, c'est-à-dire au Burkina, au Mali, en Guinée et autres. Donc leur alliance là, c'est une alliance qui va jusqu'à dans les pays musulmans. C'est pour ça qu'ils ont utilisé les expressions parce que Ouattara est musulman, parce que Ouattara est fils du Nord. C'est pour justifier cette alliance là. Donc ils ont fait beaucoup de choses. Hein. Tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est des choses qu'ils ont organisées depuis longtemps. C'est pour ça que je dis aux Ivoiriens, nous là, de 2011 à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Est-ce que tu sais combien d'années Ouattara a crapahuté? Combien d'années il est resté derrière en train de faire des coups? Ouattara, il n'est pas venu au pouvoir il y a longtemps. Hein? Il y a longtemps, depuis que Bédi est venu au pouvoir, les Ouattara, ils s'étaient complotés pour venir au pouvoir. Calculé. Depuis Bédi est venu au pouvoir en 93, non? Ou bien 95. Vous faut dire c'est depuis qu'il est au pouvoir que, comme on appelle là, Mitterrand avec le G7, ont commencé à chercher des jeunes cadres. C'est pourquoi quand le président Romabou est venu en exil en France, ils l'ont apporté pour faire un coup d'état, il a refusé. Donc, ils ont pris. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est en quelle année? Donc, ouais, fait plus donner code. Non. Donc, c'est en quelle année? C'est dans les années 85 jusqu'à... Tu as vu? Donc, imagine un Ouattara que depuis 85, essaie de venir au pouvoir. Calculez le nombre d'années. Nous, c'est de 2011 seulement que ça a été officiel, hein, qui viennent avec les armes au pouvoir. Bon, calculez. 2011 aujourd'hui, là. Et puis la résistance de Ouattara de 85 jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Le gars, il a crapahuté. Mais comme c'est un démon, et comme c'est quelqu'un qui n'a rien, qui est un menteur, il a tout eu de la bouche déjà dans son mensonge, il est resté là-bas jusqu'aujourd'hui. Hein. 1988, merci l'unique. 1988. Excusez-moi, 1988 jusqu'aujourd'hui, ça fait combien d'années? C'est dans ce temps-là que Ouattara et ses amis impérialistes ont préparé son arrivée en Côte d'Ivoire. Donc il était tenace, il a été opiniâtre. Nous, en 2011, aujourd'hui, on est déjà divisés. Les gens disent on est fatigué, on ne peut plus. Vous avez résisté à quoi? Pour que Ouattara arrive armement au pouvoir là, tu as vu combien d'années il a mis? Le président Gbagbo que nous on suit au-delà, pour qu'il arrive au pouvoir, vous avez vu combien d'années? Le président Gbagbo, il résiste depuis combien d'années? Depuis combien d'années? Les années 80 là-bas. Le président Gbagbo résiste. Jusqu'à ce qu'il y ait son avènement, où le FPI a commencé à poser de l'action en 90, 92, pour tenir les étudiants, jusqu'à. C'est des gens qui ont été, ils ont tenu. Et aujourd'hui, ils ont eu gain de cause. À 2011, j'avais 23 ans. Quelqu'un a mis 37 ans. Adolphe a mis 37 ans. Non, c'est 2011, c'est pas 2025. Hein. Non, jusqu'à aujourd'hui, Bon, aujourd'hui, il est au pouvoir, depuis 2011, il est au pouvoir. Oui, tu as raison, jusqu'à 2011, oui. Jusqu'à ce qu'il devienne président 2011. Ça fait combien? 23 ans. Ça fait 23 ans. Donc, Draman Ouattara, le terroriste, a attendu 23 années de sa vie. Maintenant, nous, quand ça a été officiel en 2011 jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien d'années? Oxy. 2011 aujourd'hui, ça fait combien d'années? 14 ans. 14 ans. Nous, on a fait seulement 14 ans, on est déjà fatigués. Vous voyez? Donc, il faut qu'on résiste. Je vais shooter par là pour dire que tout ce que le doyen Fologo a dit de Ouattara, c'est vrai. Tout ce que nous disons de Ouattara, c'est vrai. Ouattara, c'est quelqu'un qui n'a jamais rien obtenu. Je vous ai donné l'exemple du RDR. Il a arraché, il a volé aux gens. Aujourd'hui, même le pouvoir qu'il usurpe par les armes, il est obligé de surfer sur des jeunes comme Ibrahim Koulibaly et leur mutinerie des Zézins et des Baïfoué. Après leur mutinerie des Zézins et des Baïfoué, pour pouvoir rendre ça légal, il est obligé de s'appuyer sur Solo Guillaume,
qui a rassemblé le MPCI, MPIGO, MJP, pour que ça donne des fausses nouvelles. Même pour aller à Marcoussi, même pour aller à Clébert pour parler, il a fallu que les fausses nouvelles aillent s'asseoir pour discuter, pour que lui vienne en tant que président du RDR, il a usurpé, et le PDCR et tous les autres partis du PCI pour qu'ils arrivent là. Donc, en gros, je réponds favorable à ton thème pour dire que Alassane Dramane Ouattara est un opportuniste notoire. C'est quelqu'un qui est satanique, c'est quelqu'un qui est faux. C'est pour ça que Babo dit que Ouattara est un menteur. Ne faites pas attention à son esbrouf. Un esbrouf, c'est ce que tu présentes aux gens. Quand on te voit, Oximo, il est beau, hein, Oximo, ça, il doit être un milliardaire. En réalité, Oximo, c'est quelqu'un qui a été séché. Et Ouattara, quand il dit, on dirait c'est un milliardaire, il vient dire, oui, moi, je viens de PhD en économie, j'ai réveillé l'économie du Japon, Jet Air Force. Voilà quelqu'un qui dit, il a fait États-Unis. On lui pose une question. Il dit, I know what to any blood to be versed. On peut mentir comme ça. I know what to quoi? I know what to any blood to be versed. Ouattara. Adam, on peut faire ça. On peut faire ça. Pour any blood to be versed. Il les mourir les gars anglais. Jet Air Force. Quelqu'un qui a relevé l'économie du Japon. Quelqu'un qui a fait PhD, qui a fait PhD en économie, quelqu'un qui a fait les États-Unis. Comment on peut mentir comme ça? Camarade, c'est sur ça que je voulais shooter juste pour vous dire. Il a fait son doctorat en anglais. Hein. Doctorat, il a fait ça en anglais. Doctorat en anglais. Il a écrit en anglais. Il a présenté ça en anglais. Et c'est lui qui dit, I know what... il a les cyber, ils ont fait ça pour lui. Cyber de comment c'est I know what for any blood to be la vie d'abord to be verse. Le journaliste m'était choqué. What's the meaning of to be verse, Mr. President? I want to say I know what to any blood to be spit to be shared. Ouattara, on peut mentir comme ça. Camarade, c'était juste il y a quelques émotions, c'était juste pour faire un coucou. Je suis avec vous, hein. J'écoute. Désolé s'il a été long. Je voulais quand même vous féliciter de ce que vous faites. Je voulais quand même être d'accord avec le doyen Fologo, mais expliquer dans quel contexte Ouattara n'a rien fait en Côte d'Ivoire. Parce que quand il venait là, le pays. Merci, doyen. Dans une prise de parole, je vais revenir dessus. Merci. D'accord, merci beaucoup, doyen. Avant de donner la motion à Waraba, j'aimerais le doyen Bani qu'on l'a dit quelque chose tout à l'heure. Dieu merci, il a évoqué le nom de feu, comment il s'appelle, Guény Kobinan. Vous voyez? Dans chaque parti, là, aujourd'hui, là, quand il y a, c'est-à-dire que celui, le fondateur même du parti en question, par exemple, le président Oufoué, du PDCI, il est décédé, mais à chaque anniversaire de son décès, le PDCI le